Comment créer une boutique e-commerce rentable avec Shopify en partant de zéro? C'est ce qu'on va voir ensemble durant ce challenge de 3 jours que je te mets au défi de relever jusqu'au bout. Dans cette série de 3 vidéos, je vais te montrer étape par étape sur mon écran le process à mettre en place pour créer une boutique rentable et comment l'automatiser complètement pour obtenir ce que j'appelle une muse-e-commerce, donc un business en ligne qui tourne de façon automatique et qui génère des rentes digitales. Si aujourd'hui tu souhaites générer des revenus stables sur internet, devenir indépendant et bâtir une vie sur mesure en partant de zéro, tu es au bon endroit et je t'invite réellement à suivre ce challenge jusqu'au dernier épisode. La méthode que je vais te partager, tu vas pouvoir la mettre en place même si tu n'as zéro connaissance spécifique en e-commerce ou en informatique, même si tu as très peu de capital et même si tu n'as pas beaucoup de temps à y consacrer. Je vais absolument tout reprendre avec toi de A à Z. Que ce soit la recherche de niche, mes différents critères de sélection, comment créer un site brandé, comment déployer son site sur Google, jusqu'à l'obtention des premières ventes. Ce challenge de 3 jours est donc divisé en 3 épisodes. Cette vidéo est donc le premier et il correspond au jour numéro 1. La suite du challenge est d'ores et déjà disponible. C'est entièrement gratuit, tu pourras y accéder en cliquant sur le lien qui se trouve en description si tu regardes la vidéo sur YouTube ou alors en cliquant simplement sur le bouton sous cette vidéo si tu regardes depuis mon site internet. Je m'appelle Sébastien et je me suis lancé dans le e-commerce en 2018 en parallèle de mes études. J'ai grandi à Lille, dans le nord de la France, et il y a quelques années j'étais un étudiant fauché, complètement perdu, avec une mauvaise hygiène de vie, un entourage toxique, et c'est ce qui m'a amené à plonger en dépression. Mais en 2019, ma vie a complètement changé. Je me suis lancé sur internet dans un business qui s'appelle le e-commerce en créant des muses. Ce sont des boutiques en ligne qui utilisent le business model du dropshipping, qui sont entièrement automatisées et qui génèrent des rentes digitales. Depuis cette année-là, énormément de choses ont changé dans ma vie. J'ai pu quitter ma chambre d'étudiant dans le nord de la France pour un penthouse de 500 mètres carrés, réaliser pas mal de rêves de gosse, mettre ma famille à l'abri et j'en passe. Aujourd'hui, j'ai créé la communauté Selfmade Programme pour accompagner celles et ceux qui se reconnaissent dans mon parcours et enseigner toutes les méthodes qui ont fonctionné pour moi. J'ai pu accompagner plusieurs milliers de personnes à avoir des résultats et à changer de vie, et j'ai même d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer certains d'entre vous, et c'est vraiment dans ces moments-là que je me rends compte de l'impact positif de cette communauté. Durant ce challenge, je vais te donner toutes les clés pour que tu obtiennes toi aussi des résultats, et on commence maintenant. C'est parti. Ok, let's go, on est parti ensemble pour ce challenge de 3 jours. On va passer 3 jours ensemble dans lesquels je vais te montrer comment créer une muse e-commerce rentable avec Shopify et qui génère ce que j'appelle des rentes digitales en partant de zéro. Donc on est parti pour ce jour numéro 1. À la fin de ce challenge de 3 jours, tu sauras 5 choses. Premièrement, tu sauras comment trouver quoi vendre sur ta boutique pour être rentable. Deuxièmement, tu vas savoir comment créer une boutique brandée avec Shopify. Donc Shopify, c'est l'outil qu'on va utiliser pour créer la boutique, gérer le passage des commandes, etc. Troisièmement, tu sauras comment créer une identité unique sur ta boutique. Donc ça, c'est ce qu'on verra durant le jour numéro 2. Ensuite, tu sauras comment mettre les bonnes personnes, c'est-à-dire les acheteurs finalement, face à tes produits pour qu'ils fassent des achats et que ça génère des ventes. Et enfin, ce qui en découle, donc, tu sauras comment faire des ventes et comment créer un écosystème solide, long terme et automatisé. Alors, j'ai accompagné plusieurs milliers de personnes, plusieurs même centaines de milliers de personnes à appliquer cette méthode. J'avais déjà fait une édition il y a quelques mois en arrière de ce challenge et elle a été suivie par plus de 250 000 personnes sur YouTube. Donc je t'ai mis ici pas mal de commentaires, ça a été très apprécié. Bien évidemment, j'ai pas pu tout mettre, mais je t'ai mis une petite partie. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas seulement les personnes qui aiment le contenu et qui suivent simplement la formation, mais c'est ceux qui passent à l'action et qui ont des résultats. Et on en a eu également. Donc je t'ai mis ici pas mal de témoignages de personnes qui ont suivi ce challenge gratuit et qui ont eu des résultats. Donc on a eu Olympio ici qui s'est lancé, qui est devenu rentable rapidement. On a eu Nolan qui a fait 8 000 €, on a eu Miguel qui a fait 1 000 €, Adrien 1 000 € en une journée. Enfin, on a vraiment un paquet de personnes qui ont suivi cette formation, qui ont appliqué les méthodologies et qui ont eu des résultats en bout de course. Et pour être tout à fait honnête avec toi, il n'y a rien de plus gratifiant pour moi que de fédérer une communauté de gars qui ont la dalle, que de gars qui ont faim et qui passent à l'action, qui appliquent les méthodes et qui viennent me voir ensuite en me montrant leurs résultats. Donc tout ça, c'est des résultats que tu vas pouvoir obtenir si tu vas jusqu'au bout de ce challenge et que tu appliques toutes les méthodologies que je vais te partager. Tu vas pouvoir te lancer même si actuellement tu n'as par exemple aucune connaissance dans le e-commerce, même si tu as un petit capital de départ, si tu as même peut-être aucune compétence en informatique, pas d'entreprise ou pas beaucoup de temps à consacrer à cette activité. Moi-même à l'époque quand je me suis lancé, si ce n'est que j'avais du temps car j'étais étudiant et que voilà, j'avais du temps le soir, le matin, etc. dans ma journée pour passer à l'action, j'avais ni entreprise, j'avais ni compétences spécifiques en informatique, je savais utiliser un ordinateur mais comme tout le monde quoi, sans plus que ça, j'avais un très petit capital pour le coup et j'avais zéro connaissance particulière dans le e-commerce. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que n'importe qui, je dis bien n'importe qui aujourd'hui, peut réussir en appliquant cette méthode. Alors avant de commencer, tu as sûrement peut-être déjà entendu parler de dropshipping
Et si c'est le cas, j'imagine que c'est pour les mauvaises raisons. T'en as peut-être déjà entendu parler par rapport aux produits de merde qui sont vendus 50 fois plus cher, les influx voleurs qui font pas mal de bruit en ce moment, les délais de livraison qui sont longs, les clients qui sont pas contents, les gourous du web qui pensent qu'à vendre des formations qui sont dépassées depuis des années, ou encore les mensonges sur la qualité des produits. T'as déjà vu forcément des sites qui vendent des montres en les faisant passer pour des montres suisses alors que c'est des montres de merde qui viennent de Chine et ils vendent ça 200 €. Ça a littéralement pas de sens et c'est littéralement toutes ces raisons qui ont fait que le dropshipping aujourd'hui est connoté négativement. Alors ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que nous, dans notre cas, pour créer une muse e-commerce qui génère des rentes digitales, on va utiliser le business model du dropshipping, mais, car il y a un grand mais, l'approche que j'utilise, elle est à des années-lumière du dropshipping bas de gamme, du dropshipping dégueulasse de 2017. Alors pourquoi je dis dropshipping bas de gamme de 2017 ? Tout simplement parce que c'est dans ces années-là qu'on a commencé à voir les plus grandes dérives, donc que je viens de te citer juste avant, et qui ont fait que le dropshipping a dû changer, et que les personnes qui font aujourd'hui du dropshipping, et qui en vivent réellement, donc comme moi et comme les personnes que j'accompagne, ont dû s'adapter et mettre en place des méthodes qui sont complètement différentes de ce qui se faisait avant. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir des boutiques qui tournent encore aujourd'hui, alors que je les ai lancées en 2019, donc ça fait quand même un paquet d'années maintenant, avec des clients récurrents, donc par définition j'imagine qu'ils sont satisfaits, sinon ils seraient pas récurrents, et dont le chiffre d'affaires est encore en croissance des années après. Si jamais, je le ferai pas dans ce challenge car on va pas forcément avoir le temps, mais j'ai présenté une de mes boutiques, je l'ai dévoilée de A à Z, une boutique qui a fait plus de 500 000 € de vente depuis 2019. Je l'ai présentée sur ma chaîne YouTube, si tu veux tu pourras aller voir, tu pourras mettre pause à cette vidéo, aller sur ma chaîne YouTube et tu devrais rapidement retrouver la vidéo. La boutique, quand j'ai fait la vidéo, elle avait dépassé du coup le demi-million d'euros de chiffre d'affaires, et là à l'heure actuelle on a passé quasiment les 650 000, et je pense que tôt ou tard elle atteindra le million d'euros de chiffre d'affaires, et des boutiques comme celle-ci, des muses automatisées comme celle-ci, j'en ai près d'une dizaine à l'heure d'aujourd'hui. Alors petit rappel rapide, si jamais il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que le dropshipping, je vais réexpliquer très rapidement, mais je pense que tout le monde est plus ou moins en point. Le dropshipping, c'est un business model de e-commerce, donc de vente en ligne, qui consiste pour un site vendeur, donc ça va être nous, le site vendeur, on va se trouver juste ici. On va vendre des produits à des clients via internet sans posséder de stock au préalable. Comment ça va se passer ? C'est-à-dire que on va mettre en place des méthodes pour faire venir des clients, pour faire venir des potentiels clients sur le site. Donc tout ça, c'est ce qu'on va voir notamment de ce jour numéro 1 juste après quand on passera à la pratique. Ces potentiels clients, ils vont arriver sur notre site. Nous, on aura listé des produits donc qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a même pas en stock, mais on a un fournisseur qui les possède. Et si admettons l'un des visiteurs qui est sur notre site devient client, donc qui passe un achat, admettons pour un tapis de yoga, je dis une connerie, un tapis de yoga bleu à 30 € sur notre site, nous, une fois qu'on a reçu la commande, qu'on a reçu l'argent, on va passer la commande à notre tour chez le fournisseur. Donc tout ça, ça se passe en automatique, c'est pas nous qui allons le faire. Il y a des process à mettre en place pour que ce soit totalement automatisé. On va dire à notre fournisseur, tiens, on a reçu une commande pour le tapis de yoga bleu. Toi, tu nous le fais à un prix, admettons, 20 €. Nous, on l'a vendu 30 €. La marge de 10 €, ça constitue donc notre marge, notre bénéfice. Et c'est avec ça qu'on va se rémunérer. Et lui, le fournisseur, il a reçu la commande et il va l'envoyer lui-même. C'est lui qui s'en occupe, c'est lui qui a le stock. Il va l'envoyer directement à notre client. Et quand on arrive à automatiser et processiser la partie acquisition de clients, acquisition de visiteurs sur le site, et qu'on fait pareil avec la partie passage des commandes, SAV, etc., on a un véritable business, on a une véritable muse. Ce que j'appelle une muse, c'est un business qui tourne automatiquement sans l'aide de notre part et qui génère donc des rentes digitales. Les rentes digitales, ça va être à chaque fois le bénéfice qu'on va faire sur les ventes de nos clients. Et c'est donc ce business model révolutionnaire qui m'a permis à moi de mettre au point ma stratégie de muse que je vais développer dans ce challenge et de devenir libre financièrement en partant de rien. Alors maintenant, quelles sont les différences entre le dropshipping classique, donc le dropshipping dégueulasse à l'ancienne, et le dropshipping en mode muse? Premièrement, le dropshipping classique. Tu vas devoir faire ce que j'appelle du travail actif. C'est-à-dire que si tu t'arrêtes de travailler, le business s'arrête complètement. J'ai jamais vu des personnes qui étaient complètement libres de faire ce qu'ils voulaient de leur journée quand ils avaient un business en dropshipping classique. C'est-à-dire qu'ils passent leur journée devant le business manager de Facebook, donc pour gérer les campagnes publicitaires, gérer des blocages de comptes, etc. Ils passent leur temps à gérer des relations avec des influenceurs qui se prennent pour je sais pas quoi. Ils passent leur temps à devoir anticiper la semaine d'après en devant chercher toujours de nouveaux produits gagnants, entre guillemets. Enfin, c'est un véritable merdier, j'ai fait ça à l'époque et je peux te dire que je me voyais vraiment pas continuer dans cette voie-là. Deuxièmement, ça va être des blocages et des emmerdes quotidiennement. Donc ça, j'en parlais juste avant, mais généralement, quand tu fais du dropshipping dégueulasse, t'as tout le temps des blocages, des emmerdes. Tu vas avoir des blocages Stripe, des blocages Facebook Ads, des blocages de pages, des clients qui vont pas être contents, qui vont constamment demander des remboursements, qui vont t'envoyer des plaintes, etc. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose que je te souhaite et c'est malheureusement le quotidien que tu auras si tu suis les méthodes classiques. Troisièmement, tu vas avoir passé ton temps à tester des produits à l'aveugle, donc des produits entre guillemets de tendance, des produits winner. Donc pour trouver un produit winner, comment ça se passe? On va te dire de essayer de faire des recherches sur des plateformes qui permettent de trouver ces fameux produits winner. Donc en général, les gourous qui te vendent ça, ils ont leur bonne petite affiliation qui va bien sur le site. Et tu vas devoir tester par exemple 5 produits
sur ton site, 10 produits, 15 produits, 20 produits. Avant de tester ces produits, t'as aucune assurance que ça va marcher. Tu vas juste te baser sur, ah oui, soi-disant aux USA, ce produit-là, sur Facebook, il y a beaucoup de j'aime, beaucoup de commentaires, etc. Mais quand tu te lances en France, c'est pas pareil. Donc t'as aucune donnée factuelle pour savoir si ça va marcher. Tout ce que tu dois faire, c'est dépenser de l'argent dans la régie publicitaire, comme ça des centaines et des centaines d'euros, voire des milliers d'euros pour tester des produits, avant de enfin potentiellement trouver un produit. Et spoiler alert, je te le dis, généralement les gens ne trouvent jamais ce produit winner et finissent par arrêter la queue entre les jambes et en ayant perdu des milliers d'euros. Et enfin, quatrièmement, c'est beaucoup de budget pour démarrer, donc c'est en lien avec ce que je disais juste avant. Pour tester des produits à l'aveugle sans savoir s'ils vont marcher, tu dois dépenser beaucoup de budget. Et en général, pour commencer avec une boutique comme ça à l'ancienne, je pense qu'aujourd'hui on est sur un minimum de 3-4 000 euros de barrière à l'entrée. Si t'as moins que ça, t'arriveras jamais à trouver ne serait-ce qu'un produit qui te rend break-even, qui te rend à peine rentable. Donc ça c'est pour le dropshipping classique. Maintenant, avec le dropshipping, avec mon approche, globalement ça va être tout l'inverse. Premièrement, tu vas avoir un travail passif. Donc c'est assez mal formulé, mais qu'est-ce que j'entends par travail passif? C'est-à-dire qu'on va mettre en place des méthodes, donc on va travailler dur pendant quelques semaines pour mettre en place tout le business, mais ensuite on va mettre en place des méthodes d'automatisation et des process pour que ça tourne tout seul. Donc le business va tourner de façon automatique. On ne devra pas se rendre tous les jours sur le business, sur l'ordinateur pour gérer des problèmes. Moi aujourd'hui, comme je te le disais, j'ai plus d'une dizaine de muses, certaines où je suis tout seul, certaines où je suis associé avec des personnes. On passe pas 10 heures par jour dessus. En général, on va passer un peu de temps à la fin du mois donc pour régler les factures de nos différents prestataires, on va regarder si le business se porte bien, on va refaire un petit peu de gestion, etc. Mais ça nous prend que quelques heures par mois à tout casser pour gérer plus de 10 boutiques. Et ça pour moi, c'est vraiment la vraie différence fondamentale avec les méthodes à l'ancienne. Deuxièmement, tu vas être complètement indépendant de Facebook, des influenceurs et toutes les emmerdes de ce genre-là. Nous, pour bâtir le business, on va se baser principalement sur Google. Donc on va faire une colonne vertébrale avec Google, avec d'une part le SEO, d'une part le SIA, donc l'acquisition payante via Google. On va faire une combinaison des deux. On va également mettre en place des techniques d'affiliation, des techniques de retargeting, des techniques de blog, d'emailing, donc toutes des sources de trafic qui sont déjà premièrement gratuites, voire très peu chères. Et en plus, donc tu seras complètement indépendant. Parce que tes affiliés, c'est toi qui les gères. Google, ton SEO, c'est toi qui le gères tout seul. Ton blog, ton emailing, etc., ça t'appartient, c'est à toi et t'es complètement indépendant. Troisièmement, tu vas pouvoir te lancer sur une niche qui est vérifiée. Et ça, c'est vraiment le parallèle avec le fait de tester des produits à l'aveugle. C'est que nous, avant de se lancer, on aura des stats qui seront factuelles. On va savoir combien de personnes recherchent tel mot-clé, combien de personnes sont prêtes à acheter nos produits, quelle est la difficulté, quels sont les concurrents. Tout ça, c'est des choses qu'on va savoir avant de se lancer. Et s'il y a un des critères qui est au rouge, on se lancera pas. On va se lancer sur des niches sur lesquelles on sait que les efforts qu'on va passer, que le temps qu'on va passer va porter ses fruits. Et enfin, quatrièmement, tu as besoin d'assez peu de budget pour démarrer. Donc j'estime environ 400 euros de budget maximum pour commencer. Donc tout ça, je vais y revenir juste après. Je t'ai préparé une slide sur laquelle je vais te présenter en détail qu'est-ce qui compose ce chiffre de 400 euros de budget minimal pour commencer. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, pour lancer un premier business, c'est une somme qui est assez faible. Et si on compare également avec les méthodes à l'ancienne, c'est également un budget qui est 10 fois moins élevé, donc beaucoup plus avantageux. Donc notre objectif, ça va être de créer un écosystème qui est autonome et qui génère donc des rentes digitales. Là ici, je t'ai mis le schéma de ce qu'on va bâtir, c'est notre objectif. Donc avant que je te présente rapidement ce schéma-là, il faut que tu saches que tu pourras le récupérer gratuitement et en HD si tu suis le challenge jusqu'au bout. Pour toutes les personnes qui vont jusqu'à la fin du challenge et uniquement pour ceux qui arrivent à la fin, vous aurez accès à un lien qui permettra de télécharger déjà un résumé opérationnel de toute la formation, de tous les challenges gratuits, ainsi que télécharger donc toutes les images, les schémas, etc. et également les fichiers Excel qu'on va utiliser durant le challenge. Donc pour revenir à l'écosystème, donc le but ici, je vais te la faire rapidement car je l'ai déjà présenté dans diverses vidéos de la chaîne. Le principe est assez simple. Nous on se situe ici et on va créer donc une muse sur Shopify. Une muse Shopify, c'est-à-dire un site sur Shopify. Shopify c'est le CMS, c'est la plateforme qui va héberger notre site sur lequel les clients vont pouvoir passer des commandes, etc. Et tout ça, ça va faire l'objet de ce premier jour du challenge. Dès qu'on aura fini cette partie théorique que j'essaie de faire assez rapidement, on va passer à la pratique et je vais te montrer donc comment trouver une niche, comment créer le site sur Shopify, etc. Donc on va créer une muse Shopify et on va commencer par faire ce qu'on appelle du SEO on-site. Donc qu'est-ce que c'est que le SEO? Le SEO, c'est un ensemble de techniques, un ensemble de méthodes qui permettent de nous référencer, enfin d'essayer de nous référencer dans les premiers résultats de Google. Donc c'est pour avoir du trafic gratuit. Si aujourd'hui tu tapes une requête sur Google, par exemple le t-shirt blanc, tu vas avoir tout en haut des recherches qui vont être écrites sponsorisées. C'est ce qu'on appelle du SEA. SEA qu'on va faire également, mais juste après j'y reviens. Donc le SEA, c'est-à-dire qu'on a des annonceurs qui payent pour que leurs liens apparaissent en tout premier dans les résultats de Google. Et juste en dessous, tu vas avoir d'autres résultats. Et ces résultats-là, les gens n'ont pas payé pour apparaître
apparaître ici. Si les sites apparaissent premiers sur cette requête-là, c'est qu'ils ont mis en place des bonnes méthodes de SEO pour apparaître premiers, et ça génère, selon les requêtes, beaucoup de trafic et donc beaucoup d'argent sans devoir payer un centime de publicité. Donc ça, c'est hyper intéressant et ça va être la colonne vertébrale de tout notre business. C'est hyper important. Et donc ici, pourquoi le SEO on-site? Tout simplement car il y a deux facettes du SEO. On a donc le on-site et le off-site que je vais également revenir pour te présenter juste après. Le on-site, c'est les méthodes d'optimisation à l'intérieur du site. Donc optimiser nos fiches produits, optimiser nos fiches de collection, la homepage, le site de manière générale. Et la partie off-site, ça va être la partie à l'extérieur du site. Donc est-ce qu'il y a beaucoup de sites externes qui parlent de nous? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font des liens vers notre site? Est-ce qu'on a une belle autorité aux yeux de Google? Tout ça, ça va être le off-site. Mais en tout cas, la base des bases, là où on va commencer à travailler le SEO, ça va être la partie on-site. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va ajouter beaucoup de produits autour de notre thématique, déjà pour commencer, avec une règle d'or. J'y reviendrai par la suite de cette formation évidemment, mais c'est qu'un produit sur notre site est optimisé sur un mot-clé spécifique. Donc j'expliquerai juste après ce qu'est un mot-clé, mais pour l'instant, je peux déjà noter ça. Donc le SEO on-site, il va nous rapporter bien évidemment des visiteurs et donc des ventes juste ici. Une fois qu'on aura tout optimisé, on va passer à la partie Google Ads, donc le SEA, le Search Engine Advertising. Et là ici j'ai mis intelligent. Alors pourquoi intelligent? Car très récemment la régie publicitaire, donc Google Ads, a intégré une intelligence artificielle qui permet du coup d'avoir des campagnes qui sont intelligentes, c'est-à-dire qu'elles sont autogérées. Globalement c'est quoi les avantages? C'est qu'on va avoir des coûts par achat qui sont faibles, c'est 80-20, donc ça se gère tout seul. On ne doit pas passer nos journées devant l'ordinateur, devant Google Ads à gérer le coût par clic, à gérer le budget, etc. C'est l'IA qui va gérer tout ça pour nous. Et en plus de ça, globalement pourquoi le SEA? Car on a 400 € offerts pour 400 € dépensés. Donc si tu te lances aujourd'hui, globalement tu peux dire que tu as un budget de 800 € dans lequel tu vas mettre seulement 400 € de ta poche. Donc ça c'est hyper intéressant pour se lancer, pour donner un petit coup de jus, un petit coup de testostérone au site et voir si la niche est rentable et savoir si on peut développer tout le reste du business. Donc ces campagnes intelligentes, elles vont nous générer donc principalement des ventes, mais également du trafic vers le SEO on-site. Car il faut savoir que le trafic c'est un des éléments, je dirais pas le plus important, mais l'un des éléments les plus importants pour booster un petit peu le SEO global du site. Donc c'est hyper important qu'on ait des campagnes Google Ads pour les ventes bien évidemment et voir si la niche est rentable, mais également pour ramener du trafic et booster un petit peu le SEO on-site. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va bâtir un blog ultra puissant qui va nous générer des visiteurs sur le site. Donc il y a énormément de personnes qui aujourd'hui lancent un blog sur leur site e-commerce, mais qui font ça complètement à l'arrache. Leurs articles sont optimisés pour rien du tout et ils se perdent dans l'immensité de Google. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on a des méthodologies qui nous permettent de nous référencer sur des requêtes exactes sur lesquelles on sait qu'on a des visiteurs qui vont taper ça et qui vont arriver sur notre site car on sera premier dessus. Et l'intérêt, c'est pas juste de faire du blog pour faire joli, comme font 99% des gens, c'est d'installer dessus ce qu'on appelle une pompe à mail ou un lead magnet, tu peux appeler ça comme tu veux, mais on va installer à l'aide d'outils une capture d'email sur le blog. Cette capture d'email, elle nous permet ensuite de récolter donc des emails et ici de faire de l'email marketing avec des stratégies qui sont très poussées également et qui vont nous ramener bien évidemment des ventes. Donc le blog, il a un triple effet. Déjà, on a des gens qui vont arriver sur notre blog et qui vont se dire tiens, le site a l'air pas mal, je vais faire un achat. Bim, ça va ramener des ventes. Deuxièmement, ça ramène donc beaucoup de trafic, ce qui va booster le SEO on-site. Et troisièmement, on va faire une capture d'email pour garder les emails dans notre base client et ensuite faire de l'email marketing et générer des ventes. Donc le blog, pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup trop délaissé, qui est fait un petit peu par certains, mais pas assez poussé et qui est fait un petit peu à l'arrache, mais quand c'est bien fait, ça ramène vraiment beaucoup de trafic et beaucoup d'argent et c'est hyper important pour créer un écosystème rentable. Ce qu'on va faire ensuite, c'est mettre en place un système d'affiliation sur la boutique. Donc l'affiliation, encore une fois, c'est une source de trafic gratuit, donc bien évidemment, on va devoir rémunérer nos affiliés, mais de base, c'est du trafic gratuit. Et ça, pour le coup, je vois vraiment assez peu de boutiques qui poussent le truc jusqu'au bout, alors que pourtant, c'est méga puissant. Ça ramène donc, comme je viens de dire, du trafic gratuit, mais ça booste également l'aspect communautaire et ça booste tous tes réseaux sociaux. Il y a un élément quand même assez important pour faire des ventes. Et en plus de ça, ça va ramener évidemment du trafic, ce qui va booster l'écosystème global. Et pour le coup, l'affiliation, une fois que tu as fait un bon partenariat avec des affiliés qui sont sérieux et que tu leur proposes un pourcentage d'affiliation qui est correct, je peux t'assurer qu'ils iront plus jamais voir ailleurs et qu'ils iront plus faire de l'affiliation pour Amazon ou quoi que ce soit. Ils feront de l'affiliation pour tes produits, tu leur fileras 20%, 30%, que sais-je, mais ils vont rester avec toi, ils seront fidèles et ils vont te ramener plusieurs milliers d'euros par mois de vente par boutique. Ensuite, on va passer donc à la deuxième facette du SEO qui est le SEO off-site, notamment avec la création de backlinks. Création de backlinks qui vont nous ramener du coup du trafic et qui vont booster le SEO global de la boutique. Et enfin, on va terminer par la dernière pierre angulaire de cet écosystème, c'est le retargeting avec Facebook Ads et Instagram. Alors Facebook Ads et Instagram, depuis le début de ce challenge, bien évidemment, je crache un petit peu dessus, mais je crache dessus pour l'acquisition de clients. D'accord, bien évidemment, moi ici, je vais utiliser Facebook Ads et Instagram pour recibler des personnes qui nous auront déjà connus via Google de base. Tu vois que le funnel est un petit peu différent. Nous, on va pas utiliser ça pour aller chercher des nouveaux clients, donc des clients qui sont froids,
Les clients froids, nous on va les attirer via Google, et d'ailleurs ils seront même pas froids, ils seront tièdes, voire très chauds, puisque sur Google les gens tapent une intention de recherche, donc ils veulent déjà acheter nos produits. Et pour ceux qui sont venus sur le site et qui n'ont pas acheté, parce qu'ils ont autre chose à faire, parce qu'il devaient aller chercher l'enfant à l'école ou que sais-je, on va les recibler sur les réseaux sociaux et les gens seront déjà chauds. On va leur dire tiens, t'as visité notre site hier, clique sur le bouton pour récupérer ton panier, et généralement on va avoir 90% des gens qui vont cliquer sur l'annonce et qui vont finir leur achat. Donc pour moi, Facebook Ads, Instagram Ads, etc., ça prend littéralement tout son sens dans du reciblage et pas dans de l'acquisition de clients à froid. Et donc ce retargeting va nous ramener énormément de ventes et également, par définition, du trafic, ce qui va booster l'écosystème général. Alors maintenant, question hyper importante et je pense qu'il va intéresser tout le monde. Quel budget faut-il prévoir pour se lancer avec cette méthode? Donc il y a globalement 5 points à prendre en compte. Premièrement, c'est Shopify. Shopify, si tu passes par le lien que je te mettrai juste en dessous de cette vidéo, tu vas pouvoir bénéficier de 1 euro pour les 3 premiers mois. Donc globalement, tu vas payer 3 euros pour les 3 premiers mois où tu vas te lancer. Et ensuite, ça passe sur un abonnement qui est aujourd'hui à 32 euros par mois environ. Pour ma part, mes muses en général, j'arrive à les bâtir sous un mois. Enfin, aujourd'hui, vu que j'ai des équipes, j'arrive à les construire en un mois. Mais globalement, si tu bosses tout seul, normalement, sous un mois et demi, tu devrais réussir à bâtir tout ton business. Et ensuite, quand tu as une muse qui génère, admettons, 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires, voire 15 000, 20 000, les 32 euros par mois de Shopify, tu les as quasiment oubliés. Mais ce qui est vachement super bien, c'est qu'aujourd'hui, ils font une offre. Donc si tu passes par le lien qui est juste en dessous, à 1 euro par mois pour les 3 premiers mois. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Deuxièmement, les applications de base, je te conseille un budget de 30 euros maximum. Alors, les applications Shopify, faut que tu saches qu'il y a un énorme business derrière ça. On a énormément de personnes qui vendent différents types d'applications et qui vont faire FOMO un peu les gens sur cette application. Du genre, oui, il faut absolument celle-ci pour faire plus de ventes, il faut absolument celle-ci, mais elle coûte 100 euros par mois, etc. Les applications de base, je vais te le dire honnêtement, ça va être principalement les applications pour le suivi colis, même si vraiment si tu es en galère, il y a moyen de le faire sans application, je te montrerai également comment on fait. Mais je te conseille quand même d'avoir une application payante pour ça, une application d'upsell et une application éventuellement pour mettre des timers, etc. sur ta page produit pour venir un petit peu booster le taux de conversion. Et tout ça, tu peux t'en sortir pour 30 euros maximum le premier mois. Ensuite, tu vas devoir payer donc ce qu'on appelle le nom de domaine, donc le nom de ton site. En général, si tu prends un nom de domaine qui n'est pas forcément très recherché, tu vas devoir t'en sortir pour 15 euros en moyenne pour la première année. Donc le nom de domaine, c'est par an. Donc ça, tu vas le payer 15 euros, entre 10, 15, 20 euros en général pour l'année. Donc c'est pas très cher. Ensuite, tu vas avoir les outils indispensables pour mettre en place la méthodologie. Et je t'ai mis entre parenthèses SEMrush. Donc c'est pas le seul outil indispensable, il y en a d'autres. SEMrush, c'est quand même le plus cher. Et SEMrush, c'est un outil qui coûte 100 euros. Donc c'est vraiment pas donné. Maintenant, je t'ai mis une astérix parce qu'il y a une technique de rat qui est disponible. C'est quoi la technique de rat? C'est qu'en général, les plateformes comme SEMrush et comme plein d'autres plateformes en général ont des périodes d'essai. SEMrush, au moment où je fais cette vidéo, normalement, ils ont une période d'essai de 7 jours. Donc une fois que tu auras suivi tout le challenge et que tu es prêt à te lancer, tu peux prendre la période d'essai de 7 jours, inspecter un maximum de mots-clés, télécharger un maximum de fichiers Excel de la plateforme, etc. Enfin, bosser comme un acharné pendant une semaine. Et une fois que tu as réussi à avoir toutes les datas que tu voulais, tu annules la période d'essai et tu n'auras rien payé et tu auras quand même pu travailler. Donc ça, c'est une technique de rat. Après, il y a une deuxième technique de rat, c'est de faire varier les adresses email pour enchaîner les périodes d'essai. Donc ça, c'est un peu chiant, mais vraiment, si tu es en galère, ça peut le faire. Et ensuite, ce que je te conseille, c'est une fois que tu auras les moyens, ou si tu les as déjà, c'est de garder un abonnement parce que tu pourras te sauvegarder différents paramètres sur ton profil, etc. Et ça permet de mieux travailler. Mais quand tu démarres de zéro, moi je suis passé par là à l'époque, j'ai fait ces techniques de rat et ça m'a permis de me lancer. Donc faut savoir que ça existe. Donc pour résumer, outil indispensable, SEMrush c'est à peu près 100 euros, mais on peut dire que c'est quasiment zéro si tu te lances avec cette méthode-là. Et enfin, pour terminer, tu vas avoir un budget à consacrer à Google Ads. Donc Google Ads, je te recommande un strict minimum de 200 euros pour te lancer. Là encore, la méthode de rat, j'en ai un petit peu parlé dans la présentation de l'écosystème, c'est que tu as un budget gratuit pour démarrer. Donc ça varie généralement. En général, enfin en tout cas à l'heure actuelle, au moment où je fais ce challenge, Google Ads propose 400 euros offerts si tu dépenses 400 euros. Donc si tu as un budget, admettons, de Google Ads pour commencer de 200 euros, pour moi j'estime que 200 euros ça suffit pour générer ses premières ventes. Je parle pas ici d'être rentable et de faire x10 sur tes campagnes, mais je parle de faire des ventes. Donc essayer d'être au moins break-even. Break-even, c'est quand tu ne gagnes pas et ni que tu perds, t'es vraiment au stade 0. Normalement à ce niveau-là, avec 200 euros, pour moi tu peux générer tes premières ventes, réussir à être break-even et petit à petit mettre en place une sorte de fond de roulement. Donc tes ventes vont venir te ramener du nouveau budget, etc. Et tu vas pouvoir débloquer ce plafond de 400 euros dépensés, donc pour 800 euros
offerts, enfin 400 € offerts pour 400 € dépensés, tu m'auras compris. Et c'est ce qui fait que pour moi Google Ads, tu peux te lancer avec 200 € si tu cherches pas forcément à la rentabilité tout de suite. Bien évidemment, si tu as plus, c'est toujours un plus forcément, mais tu peux te lancer avec 200 €. Au total, si on fait une moyenne de tout ça, ça nous donne environ 350 € de budget pour se lancer. Donc moi tout à l'heure je t'avais dit 400 parce que j'ai arrondi, mais grosso modo tu peux essayer d'avoir 350-400 € minimum pour te lancer. Encore une fois, si tu as plus, c'est mieux, mais si tu as ce budget-là, en tout cas, c'est amplement suffisant pour te lancer. Alors, avant de enfin passer à la pratique, je dois terminer cette partie théorique avec qu'est-ce qu'une niche et comment la trouver, parce que c'est hyper important et ça me permettra ensuite de te montrer directement sur les outils comment je fais pour les trouver. Alors, qu'est-ce qu'une niche? Une niche, c'est simplement un domaine ou une thématique de produits que tu vas vendre sur ton shop. C'est également une niche, c'est un marché très ciblé. Il y a beaucoup de gens, quand tu te lances en dropshipping, qui vont te dire « Oui, mais il y a déjà Amazon ». Amazon, c'est un site qui est le paroxysme de la boutique généraliste. Nous, c'est absolument pas ce qu'on veut faire. On veut pas faire une boutique généraliste, on va faire une boutique de niche. Donc par exemple, dans la dernière édition de cette formation gratuite, j'avais pris pour exemple la niche des cagoules pour bâtir le business. Donc ça paraît con comme ça, mais on avait été vérifier les volumes de recherche et il y avait des milliers de personnes par mois qui recherchaient à acheter des cagoules. Donc ça, c'est un marché très ciblé, c'est un marché de niche. Et j'avais pris également pour exemple la niche des échecs, donc tout ce qui va être jeu d'échecs, les échiquiers, etc. Il y a plein de niches comme ça qui sont des marchés très ciblés sur lesquels ça va être plus ou moins facile d'aller se référencer, tout du moins sur Google, en publicité également, en comparaison à un site généraliste comme Amazon, comme Cdiscount, etc. Alors maintenant, comment être sûr de trouver une niche qui va générer des ventes? Tout simplement, on va analyser les volumes de recherche des utilisateurs de Google et repérer les thématiques avec des mots-clés qui sont très recherchés. Alors qu'est-ce qu'un mot-clé? C'est la slide juste après. Donc qu'est-ce qu'un mot-clé? Un mot-clé, c'est un mot ou une phrase hyper important qui est régulièrement recherchée sur Google. Par exemple, donc là ici je t'ai mis des exemples que j'ai été faire au préalable sur SEMrush, l'outil que je vais te présenter juste après. Le mot-clé ici sablier, c'est recherché 14 800 fois par mois sur Google. Juste le mot-clé sablier. Donc ça c'est un mot-clé, c'est un unique mot. Ici, on a un autre mot-clé, c'est casquette enfant-fille. Donc malgré qu'il y a plusieurs mots dedans, on appelle ça quand même un mot-clé aux yeux de Google. Cet ensemble de mots, donc ce mot-clé, c'est recherché 260 fois par mois sur Google. On a également des autres appellations pour les mots-clés. Donc on peut avoir donc mot-clé, on peut avoir expression-clé, on peut avoir également une requête. Tu peux entendre des gens, des fois spécialistes en SEO, qui vont dire c'est quelle requête qui est recherchée X fois par mois, etc. Et enfin, on peut avoir la version anglaise, donc un keyword. Donc tous ces mots-là, ça veut dire la même chose, ça veut dire un mot-clé. Et sur Google, chaque mot-clé a un volume de recherche qui est associé. Une deuxième chose qu'il faut savoir sur les mots-clés, c'est qu'ils sont divisés en deux catégories. On va avoir les mots-clés qu'on appelle de courte traîne et on va avoir les mots-clés qu'on appelle de longue traîne. Qu'est-ce qu'un mot-clé de longue traîne et un mot-clé de courte traîne? Je t'ai mis ici un schéma. Un mot-clé court, donc qu'on va appeler de courte traîne, c'est un mot-clé qui est assez générique. Par exemple, juste le mot chaussure ou alors le mot chaussure de sport. Si je reprends mon exemple d'avant ici, sablier, c'est un mot-clé de courte traîne parce que c'est très court, tu vois. Ces mots-clés-là, en général, ils vont avoir un volume de recherche qui est assez élevé. À la différence des mots-clés de longue traîne, qui sont des mots-clés plus longs et plus ciblés, par exemple chaussures de sport Nike en solde pour femmes. Ça, c'est vraiment un mot-clé à rallonge et c'est bien évidemment un mot-clé de longue traîne qui va être assez peu recherché. Si je reprends mon exemple d'avant, ici j'avais pris casquette enfant-fille, c'est un mot-clé de longue traîne, donc il y a des mots-clés qui sont encore plus longue traîne que ça, mais ça reste déjà un mot-clé de longue traîne, et on peut le voir au volume de recherche, ce mot-clé-là il est recherché 260 fois par mois. Et alors, plus tu vas avoir un mot-clé long, donc un mot-clé de longue traîne, en général, plus les volumes vont être faibles. Par contre, plus ça va être facile pour un site web d'aller se référencer dessus. C'est ça le paroxysme et c'est ça ce qui illustre ce schéma-là. C'est que les mots-clés courts qui sont recherchés avec des volumes immenses, c'est assez compliqué de se référencer dessus. Mais plus on va descendre et plus on va avoir des mots-clés longs, plus ça va être des volumes de recherche qui sont donc faibles, mais plus la part du trafic dans le site va être élevée, parce que des mots-clés comme ça, on va en avoir forcément beaucoup, parce que ça va être des mots-clés qu'on va mettre pour nos produits, et vu que ça va être facile de se référencer dessus, on va avoir par exemple plein de mots-clés qui sont recherchés 50 fois par mois, et quand on cumule le tout, ça va nous ramener énormément de trafic, parfois plus qu'un mot-clé court sur lequel on pourrait avoir du mal à se référencer. Donc ça c'est hyper important, et nous ce qu'on veut, c'est pas forcément choisir des mots-clés courts ou alors que des mots-clés longs, c'est de mixer les deux. Et ça c'est la slide d'après. Pour moi, les critères d'une bonne niche, c'est ce qu'on va étudier ensuite après quand on va passer sur SEMrush. Les volumes de recherche qui vont être longs, donc les mots-clés de courte traîne, on va les utiliser pour les collections, donc les différentes collections de notre site. Donc grosso modo, il faut savoir qu'il n'y a pas de chiffre magique, mais là je t'ai fait une moyenne de ce que j'ai pu constater en général avec l'expérience. C'est que les mots-clés recherchés entre 800 fois par mois à 50 000 fois par mois et plus, c'est des mots-clés en général de courte traîne qu'on peut utiliser pour faire nos collections sur Shopify.
Ensuite, on va avoir les mots-clés longue traîne qui vont être plus pour les produits. Et en général, encore une fois, il n'y a pas de chiffre magique, il y a évidemment des exceptions à la règle. Mais généralement, ça va être les mots-clés recherchés entre 50 fois par mois jusqu'à 500 fois par mois qu'on va utiliser pour faire optimiser les produits de notre site. Et c'est des mots-clés donc en général de longue traîne. Voilà, donc maintenant qu'on a vu ça, on va passer sans attendre à la partie pratique, ce que je pense que tu attends depuis le début. Et on va passer directement sur SEMrush. On est parti. Ok, donc on enchaîne tout de suite sans plus attendre avec la pratique. Donc on se retrouve ici sur l'outil SEMrush dont j'ai pu un petit peu d'introduire juste avant. Donc SEMrush, c'est vraiment de là que tout va partir. SEMrush, c'est un outil hyper complet qui va nous permettre de trouver des niches, de les valider au préalable en fonction des volumes de recherche. On va pouvoir également analyser différents sites, donc nos sites à nous qu'on va construire dans le temps. Également analyser les sites concurrents, voir sur quels mots-clés ils sont placés, voir leur autorité, voir leur nombre de backlinks. Enfin, tout un tas de critères hyper intéressants. Donc je vais pas faire une vidéo tutoriel complet sur SEMrush dans ce challenge, puisque là ici le but c'est d'aller vraiment droit au but en l'occurrence. Donc je vais vraiment te montrer comment moi j'utilise SEMrush si je voulais aller vite, si je voulais trouver une niche et pour la valider. Mais avant ça, je vais vraiment te montrer les deux grandes fenêtres principales de SEMrush qu'on va utiliser. Donc en général, moi ce que je fais, c'est que j'utilise la vue d'ensemble du domaine. Donc c'est un onglet qui nous permet, comme son nom l'indique, de voir une vue d'ensemble d'un nom de domaine et voir un peu ses performances d'un point de vue SEO. Donc là on a différents exemples. Je peux mettre ici par exemple ton site si tu en as déjà un, des sites concurrents. Mais on va regarder ici pour l'exemple Amazon.com. Je vais te montrer un petit peu comment ça se présente. Donc ça se présente de cette façon-là. On va avoir la vue d'ensemble, donc tu peux regarder le trafic au niveau du monde entier pour le nom de domaine ou alors par langue. Ici, je vais garder le monde entier. On peut voir le score d'autorité. Donc ça, c'est vraiment un nom de domaine qui est atypique Amazon.com puisque c'est un des noms de domaine qui est le plus d'autorité. Généralement, tu vas pas te trouver dans ces eaux-là, tu vas être entre 20, 30, 40, 50, ça va dépendre des sites finalement, mais l'autorité là c'est vraiment un cas à part. On va avoir le trafic organique, donc ça c'est le nombre de personnes qui vont sur l'URL d'Amazon tous les mois en organique. Donc ici on parle pas de publicité, on parle de trafic totalement gratuit. Donc on a plus de 800 millions de visiteurs mensuels sur Amazon, donc c'est vraiment démentiel, hein. Il me semble qu'Amazon c'est un des sites e-commerce qui a le plus de trafic au monde, donc c'est normal qu'on est dans ces eaux-là. Ici on a une estimation du trafic payant, donc ça je vais pas trop regarder en général je regarde le trafic mensuel. On peut voir le nombre de backlinks, donc là encore c'est un nombre qui est totalement exorbitant, tu retrouveras jamais ça sur des niches qu'on va attaquer sur le marché français etc, chez des concurrents, mais si tu veux aller voir en détail tu peux cliquer dessus et aller voir quels sites font des backlinks vers le nom de domaine Amazon. Et juste en dessous, donc ce qui est intéressant c'est qu'on a une vue sur un an, donc là ici on est sur 2 ans, mais tu peux regarder sur 1 an, sur 6 mois, sur 1 mois etc. Si on se met par exemple en permanent, on va avoir une vue depuis le début. Donc tu vois par exemple ici, août 2012 par exemple, il y avait 130 millions de visiteurs mensuels chez Amazon et on voit que ça a évolué jusqu'à atteindre un pic. Ça c'était en juin 2021 où il y avait plus de 1 milliard de visiteurs sur Amazon tous les mois et on peut voir du coup l'historique un petit peu comme ça. Si on descend un petit peu, on va avoir les recherches organiques, donc ça c'est les mots-clés sur lesquels Amazon est référencé, donc la notion de mots-clés je te l'ai présenté juste avant. Tu vois ici on a un mot-clé qui est Prime Gaming, c'est un mot-clé qui a un volume de recherche de 200 000 par mois et Amazon est en position numéro 1 dessus. Et là ici il y a un outil qui est sympa, c'est l'intention de recherche. On peut voir qu'ici c'est une intention navigationnelle, quand les gens tapent ça, ils n'ont pas une intention d'achat. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que Amazon.com est référencé sur plus de 650 000 mots-clés. Donc si tu veux voir ces 650 000 mots-clés, il suffit de cliquer ici sur voir les détails et on va arriver du coup sur le deuxième onglet qui est hyper important que j'utilise en général avec SEMrush, c'est-à-dire la recherche organique. Donc recherche organique, on va s'en servir juste après pour nous trouver une niche pour cette étude de cas dans ce challenge, mais ça ressemble à ça, donc on va avoir une vue d'ensemble. Tu peux le trier ici par trafic, si j'appuie dessus ça va me trier les mots-clés par volume de trafic tout simplement. Donc le plus gros mot-clé c'est celui-là, c'est Prime Gaming. On a Amazon ensuite qui est recherché 122 000 fois par mois. Voilà, il y a différents mots-clés sur lesquels Amazon est référencé. Et à chaque fois, on a par exemple ici pour le mot-clé KDP, on va voir quelle URL est référencé premier parmi le nom de domaine Amazon. Donc là évidemment c'est la page qui redirige vers KDP. Donc voilà, ça se présente plus ou moins comme ça. Moi, il y a un deuxième onglet que j'aime beaucoup, c'est la vue d'ensemble des mots-clés. Donc là, ici, ça va pas être une vue d'ensemble d'un nom de domaine pour un site, mais une vue d'ensemble d'un mot-clé. Et je pourrais taper par exemple, donc là, ici, c'est les exemples de mots en anglais. Moi, je vais mettre un mot en français. Je vais mettre par exemple t-shirt blanc pour te montrer rapidement. Donc voilà, ici, on fait rechercher. Et on a une vue d'ensemble des mots-clés. Donc ça, c'est clairement l'outil qu'on va utiliser le plus
pour chercher des niches et pour valider potentiellement des niches et ensuite construire l'arborescence du site. C'est toutes des choses qu'on verra dans cet épisode, je vais y arriver juste après. Donc là ici pour le mot-clé t-shirt blanc, donc on peut voir qu'en France, on a un volume de 6600 par mois. Donc on a 6600 personnes qui tapent sur les moteurs de recherche de Google le mot-clé t-shirt blanc. On a ici l'intention de recherche, donc c'est mi-informationnel, mi-transactionnel, donc ça c'est intéressant. Nous ce qu'on va viser en général, ça va être des mots-clés bien évidemment transactionnels parce qu'on veut c'est générer des ventes, donc on veut attirer des visiteurs qui ont une intention de faire une transaction, de faire un achat sur notre site. Donc ça c'est un critère qu'on va prendre en compte. La difficulté du mot-clé, alors ça c'est quelque chose... En général, je vais pas vraiment m'attarder dessus parce que ça a été défini par des calculs de SEMrush et moi en général, j'ai un autre critère pour déterminer si je vais m'attaquer à une niche ou non, mais ça je reviendrai juste après. Mais voilà, la difficulté, ça peut être éventuellement un indicateur, mais c'est pas quelque chose sur lequel je vais me dire ok, bon là il y a une difficulté qui est énorme, j'y vais pas. Là c'est facile, j'y vais. C'est un peu plus complexe que ça. Donc ça voilà, tu peux regarder rapidement, mais moi c'est pas un critère que je vais beaucoup regarder. Ce que je vais regarder ensuite, c'est les variations du mot-clé. Donc ça pourra nous servir par exemple pour trouver des mots-clés de collection. Donc là par exemple on voit t-shirt blanc, il y a t-shirt blanc femme 3600, t-shirt blanc homme 2900 et à chaque fois on est sur des mots-clés intéressants parce qu'on a des volumes de recherche qui sont assez élevés. Donc tu vois t-shirt blanc, t-shirt Nike blanc, enfin il y a vraiment toute une variation de mots-clés qui comprennent la même base t-shirt blanc et ça va nous servir après pour trouver des niches, pour les valider, etc. Donc pour qu'on puisse aller vite dans ce challenge et passer rapidement à l'action, je te laisserai de ton côté visiter un petit peu SEMrush et tester de ton côté si tu veux regarder un petit peu comment ça marche. Mais moi ce que j'ai fait pour qu'on aille vite, c'est que j'ai sélectionné 2 niches qu'on va regarder ensemble. Donc une idée de mauvaise niche pour te montrer voilà un exemple sur lequel tu pourrais tomber dans le piège et moi je te dirai pourquoi c'est une mauvaise niche et ensuite je te montrerai une idée de bonne niche que j'ai étudiée au préalable et sur laquelle on va continuer ce challenge. Et on va commencer tout de suite avec l'exemple de la mauvaise niche que j'ai sélectionnée qui est la niche des pendentifs. Donc je vais taper ici pendentif. Je vais te montrer un petit peu les résultats qui ressortent et je vais t'expliquer pourquoi ce serait une mauvaise idée éventuellement de se lancer dans une niche qui serait les pendentifs. Donc là, pendentif, on peut voir qu'on a quasiment 10 000 recherches par mois. Donc c'est un volume qui est très correct. En général, pour se lancer sur une niche, je recommande quand même qu'on ait un mot-clé principal qui soit peut-être un petit peu plus élevé que 10 000 par mois. Mais globalement, ça va, ça reste pas dégueulasse, 10 000 personnes par mois. Ce qui va être important, c'est ce qu'on peut construire à côté. Donc qu'est-ce qu'on peut faire comme collection, comme sous-collection et combien de produits potentiellement on peut ajouter sur la niche. Donc là, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a pendentif pour hommes, 6600, pendentif pour femmes, 5400. Donc c'est quand même des bons mots-clés. Je vais afficher toutes les requêtes pour voir un petit peu ce qu'on va avoir en dessous. Donc voilà, on va avoir ici bague avec pendentif, pendentif arbre de vie, pendentif croix, pendentif or, etc., etc. Alors, sans plus attendre, je vais te dire tout de suite pourquoi, selon moi, c'est une mauvaise idée de se lancer sur une niche qui serait simplement les pendentifs. C'est pour la simple et bonne raison que pour moi, ce n'est pas assez niché. Alors, on a beau avoir des volumes de recherche, on a beau avoir 10 000 personnes par mois qui recherchent simplement pendentifs, 6 600 par mois qui recherchent des pendentifs pour hommes, etc. Pour moi, si tu veux avoir du succès, tu dois te lancer dans une thématique qui est nichée, dans une thématique qui est bien précise. Tu vois ici, on a un mot-clé qui est pendentif arbre de vie. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça veut peut-être dire qu'on a une niche derrière arbre de vie. J'en sais rien, moi, les pendentifs arbre de vie, les t-shirts arbre de vie, des choses comme ça. Donc on pourrait aller voir. Bon là, je vais pas le faire parce qu'on va pas avoir le temps forcément, sinon ça va prendre des plombes. Mais il y a peut-être moyen de grappiller comme ça des idées de niche en scrollant un petit peu. Pour moi, ce serait plus intéressant de faire un site sur les porte-bonheur ou alors sur les arbres de vie dans lesquels, à l'intérieur du site, on vendrait des pendentifs avec des arbres de vie, etc. que de simplement faire un site global sur les pendentifs, sur lesquels il y aura vraiment de tout comme pendentif. Parce que tu vas te perdre, tu vas être beaucoup trop général, tu vas être en concurrence avec des sites comme Azos, etc. qui sont des mastodontes dans ces domaines-là et qui, pour le coup, sont vraiment des sites un peu plus généraliste. Donc pour moi, se lancer simplement dans une niche dans laquelle tu vois qu'il y a juste des volumes intéressants, pour moi c'est une fausse bonne idée. Donc si jamais un jour en faisant tes recherches tu tombes sur des mots-clés comme ça qui ont l'air intéressants, qui sont un petit peu trop généraux, dis-toi s'il n'y a pas peut-être des sous-niches ou alors des thématiques sur lesquelles tu pourrais vendre des pendentifs mais qui seraient plus ciblés, comme par exemple ici les arbres de vie. Si je descends un petit peu, tu vois, je vois pendentif croix. Pendentif croix, alors je sais pas si c'est connoté à la religion, croix de Jésus, etc. Mais admettons que c'est le cas. Je pense que ça serait plus smart de faire une boutique sur la religion, une boutique sur par exemple le judaïsme, une boutique sur les chrétiens ou quelque chose comme ça, sur laquelle tu vas vendre des pendentifs croix, mais également d'autres produits dérivés, si j'ose dire, qui sont liés à la religion. Pour moi, ça a beaucoup plus de sens. Donc voilà, je voulais simplement te montrer ça avant de passer à une vraie étude de niche que l'on va utiliser pour la suite de la formation. Fais bien attention à ce genre de mots-clés là qui peuvent être un petit peu trop généraux.
Maintenant, on va passer du coup au deuxième exemple que j'ai au préalable sélectionné et sur lequel je pense on va continuer la suite de ce challenge, ça va être la niche des maillots de bain. Donc je vais directement aller ici dans la vue d'ensemble des mots-clés et je vais taper maillot de bain et je vais te montrer sur quoi j'ai basé mon choix et comment on va s'orienter par la suite. Et je tiens à dire au préalable que j'ai volontairement choisi cette niche car encore une fois, c'est pas une niche vers laquelle je recommanderais à un débutant de se lancer, pour la simple et bonne raison que c'est une niche qui va être saisonnière. Donc c'est une niche, si tu arrives à faire un business dessus, qui va générer des ventes pour moi à partir du mois de juin jusqu'à juillet, août. Normalement, après, tu n'auras plus de ventes. En hiver, tu as très peu de personnes qui vont acheter des maillots de bain. Tout du moins, les volumes vont être divisés par 10. Donc pour moi, ça va pas être une niche idéale pour se lancer en débutant et espérer avoir des rentes digitales qui vont tomber toute l'année. Tu vas avoir des rentes digitales certes, mais pendant une certaine période de l'année. Donc une niche comme ça, tu peux t'y attaquer quand tu as déjà 1, 2, 3, 4 sites qui ont des résultats qui sont plus lisses. Mais j'ai du coup pris l'exemple de cette niche-là, comme ça moi je vais pas forcément dévoiler trop de niches qui seraient evergreen durant ce challenge. Là je prends une niche qui mettra tout le monde d'accord, c'est une niche qui est saisonnière, mais qui rentre à part ça dans tous les autres critères que j'ai besoin de réunir pour créer ma boutique. Au passage d'ailleurs, je tiens à préciser avant d'aller plus loin qu'il existe plusieurs façons de trouver des niches, j'ai moi-même différentes méthodes, mais bien évidemment je vais pas avoir le temps de tous les développer dans ce challenge, puisque là l'idée c'est que j'aille vraiment droit au but et qu'on aille vite. Si je peux te spoiler une méthode, qui est celle qui m'a permis de trouver d'ailleurs cette idée-là, et c'est une méthode que j'utilise généralement pour avoir des idées, c'est celle que j'utilise le plus, c'est la méthode tout simplement du brainstorming. Donc pose-toi chez toi, dans ton appartement, dans ta maison, peu importe, et regarde autour de toi, il y a forcément une dizaine d'idées de niche autour de toi. Une niche, ça peut être un objet qui va te faire penser à autre chose, qui va te faire rebondir sur d'autres idées, et petit à petit, tu vas forcément trouver des idées que tu vas pouvoir aller vérifier sur SEMrush. Une autre idée qui est également liée au brainstorming, c'est de te balader par exemple dans un centre commercial et de regarder dans les différents rayons, dans les différentes boutiques que tu vas avoir, dans les galeries marchandes, etc. C'est sûr à 100% que tu vas trouver des dizaines, voire des centaines d'idées de niche. Donc quand c'est comme ça, tu les notes sur ton téléphone, sur un papier ou quoi que ce soit, et tu vérifies après sur SEMrush s'il n'y a pas des niches qui sont liées, s'il y a des volumes de recherche qui sont intéressants. Ensuite, tu fais une étude de la concurrence, etc. etc. Et c'est sûr qu'en partant d'une idée et en rebondissant sur d'autres idées et en se baladant comme ça sur SEMrush pendant des heures et des heures, tu vas forcément trouver des idées qui seront super intéressantes. Donc ceci étant dit, on va se pencher maintenant sur le mot-clé maillot de bain. Donc tu vois, maillot de bain ici, c'est un mot-clé qui a un volume de recherche de 110 000 par mois. Donc ça, c'est un volume qui est quand même assez colossal, en tout cas sur le marché français. L'intention de recherche, elle est claire, elle est nette, elle est précise. C'est une intention commerciale. Donc attention, intention de recherche commerciale, ça ne veut pas forcément dire intention de recherche transactionnelle. C'est-à-dire que les gens, ils ont une intention commerciale, mais ils font peut-être juste du repérage. Ils sont en train de regarder sur quel site ils vont acheter, etc. etc. Et c'est ça qui me pousse à me dire que je ne vais pas seulement me lancer sur la niche des maillots de bain, mais je vais me nicher un petit peu là-dedans. Et je vais me lancer sur la niche des maillots de bain uniquement pour femmes. Pourquoi la niche des maillots de bain uniquement pour femmes? Car on va être beaucoup plus ciblé sur un segment spécifique. Sur notre site, on va parler aux femmes, on va pas seulement parler aux gens en général qui cherchent juste un maillot de bain. Donc au niveau de notre branding, de notre copywriting sur le site, on sera déjà beaucoup plus précis. On aura une idée parfaite du persona client. Et c'est ce que j'appelle en tout cas être plus niché. On n'est pas un simple site généraliste qui vend des maillots de bain, on va être un site qui vend des maillots de bain pour femmes. Sur notre site, on aura différents types de maillots de bain, des 1 pièce, des 2 pièces, des maillots de bain sexy, des maillots de bain pour les femmes enceintes, etc. Mais ce sera destiné uniquement aux femmes et ça c'est hyper important. Donc au niveau du mot-clé maillot de bain femme, ça va être vraiment notre mot-clé principal. D'ailleurs je te montrerai après dans l'arborescence comment on va transposer tout ça. L'arborescence c'est simplement le fait de préparer sur un brouillon entre guillemets, sur un fichier Excel à quoi va ressembler le méga menu. Donc on va lister les différents mots-clés de collection qu'on aura choisis, les différents splits, etc. Tout ça j'y reviendrai juste après. Donc avant de passer à l'arborescence, je vais te montrer un petit peu l'analyse des mots-clés pour qu'on sache un petit peu comment ça se passe. Donc maillot de bain femme, on est à 110 000 recherches par mois, c'est énorme. Et on va regarder un petit peu du coup les variations du mot-clé. Ok, donc là on est sur les variations du mot-clé maillot de bain pour femme. Donc on va simplement regarder un petit peu s'il y a des mots-clés qui sont intéressants. Donc là ici on a femme en maillot de bain trop petit, ça c'est pas un mot-clé qui est intéressant. Maillot de bain femme 2 pièces, 9 900 par mois, donc quasiment 10 000 personnes par mois qui cherchent un maillot de bain pour femme 2 pièces, ça c'est hyper intéressant. Là ici on va avoir donc l'autre version, maillot de bain pour femme 1 pièce, 8 000 personnes par mois, donc hyper intéressant, c'est un mot-clé qui est très sympa. Si on descend un petit peu, on va avoir ici maillot de bain femme pour les femmes rondes, donc ça c'est intéressant. Maillot de bain femme string, ça c'est également un type de maillot de bain, c'est intéressant. Maillot de bain femme 2 pièces, donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir sur les mots-clés en SEO, c'est que maillot de bain femme 2 pièces écrit comme ça et maillot de bain femme 2 pièces écrit comme ça sans accent, c'est exactement le même mot-clé. Ça c'est important à savoir, les accents, les mots-clés qui sont au singulier ou au pluriel pour Google c'est exactement la même chose. Donc d'ailleurs ce qu'on pourrait se dire, c'est que là ici on a maillot de bain femme 2 pièces avec l'accent qui est à 9 900 par mois. On sait qu'il y a également 3600 autres personnes qui tapent le mot-clé sans l'accent, sachant que c'est le même mot-clé, donc aux yeux de Google on a là quasiment 13 000, 14 000 personnes
personnes par mois qui vont rechercher des maillots de bain pour femmes 2 pièces. Donc ça, c'est intéressant. Si on descend un petit peu, donc là pareil, on a maillot de bain femme 1 pièce, c'est pareil que le mot-clé avec un 1 à la place d'écrit UNE, donc ça faut le savoir. Si je descends un petit peu, on a maillot de bain femme enceinte, 2900, donc ça encore une fois c'est un mot-clé qui est hyper intéressant, c'est carrément un mot-clé de collection, ça rentre dans les codes de ce que je t'apprenais tout à l'heure, donc d'être entre 500 par mois jusqu'à 50 000 ou plus, ça c'est carrément des mots-clés... bon pour le coup c'est pas un mot-clé vraiment courte traîne, donc c'est un peu un contre-exemple de ce que je te disais, c'est un mot-clé qui est quand même assez longue traîne, mais dans la niche des maillots de bain, ça va faire partie des mots-clés courte traîne si tu veux. Parce que là, par exemple, si je clique dessus, maillot de bain femme enceinte, ça peut être intéressant, on pourra aller voir les potentiels mots-clés longue traîne qu'on va utiliser pour mettre dans les produits qui seront dans cette collection. Je vais faire afficher tous les mots-clés, on va regarder un petit peu. Alors ici on a maillot de bain 1 pièce femme enceinte, donc ça c'est un mot-clé qui serait considéré comme de la longue traîne pour notre collection maillot de bain femme enceinte. Là, on a un mot-clé qui serait pour un produit à 260 par mois en termes de recherche mensuelle, tu vois. Maillot de bain, 1 pièce, femme enceinte. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on aura fait notre site, qu'on aura fait le méga menu, qu'on aura fait les collections, on va ajouter des centaines, voire des milliers de produits sur le site. Et parmi tous nos produits, par exemple, on aura un produit ici, il faudra qu'on trouve sur AliExpress, etc., chez nos fournisseurs, un maillot de bain, 1 pièce pour femme enceinte, et on va référencer la fiche produit sur ce mot-clé-là uniquement. Et après, on va faire pareil pour tous les autres mots-clés. Si je descends un petit peu, donc là, il y a des noms de marques, donc ça, évidemment, on ne pourra pas utiliser. Maillot de bain pour femme enceinte, 90 par mois, ça c'est un mot-clé. Ça ressemble un petit peu aux autres, bien évidemment, mais c'est un mot-clé différent. C'est un nombre de recherches qui est différent, c'est des mots différents dedans. Maillot de bain pour femme enceinte, donc ça va être également un mot-clé qui va servir pour les produits. Et bref, je ne vais pas faire la ribambelle de mots-clés parce qu'il va en avoir des milliers évidemment, mais je pense que tu auras compris un petit peu la logique. Donc si je reviens ici par rapport à mon mot-clé de collection, ça c'est un mot-clé qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On va avoir maillot de bain femme ronde, donc ça c'est un peu lié, on l'avait ici, maillot de bain femme ronde, donc ça ok. On va avoir maillot de bain femme grande taille, donc ça c'est intéressant aussi. Maillot de bain short pour femme, 1900, enfin tu vois, on a vraiment tout un tas de mots-clés qui sont hyper intéressants. Donc tout ça c'est validé, alors maintenant ce que tu vas faire, une fois que tu as trouvé une niche qui a l'air intéressante, que tu as regardé un petit peu la concurrence, les gens qui étaient en place, etc., s'ils te font pas trop peur, une fois que tu as fait tout ça, on va préparer ce qu'on appelle l'arborescence, et pour ça, je t'ai préparé un fichier Google Sheet que tu pourras récupérer du coup si tu vas jusqu'à la fin de ce challenge de 3 jours. Tu auras un lien à la fin sur lequel tu pourras récupérer, comme je le disais, donc le résumé opérationnel de toute la formation, les fichiers Excel comme celui-ci, les schémas, etc. Donc tout ça, tu pourras le récupérer. C'est un fichier Excel de préparation à l'arborescence sur lequel on va donc imaginer notre futur méga menu. Comme ça, une fois qu'on passera sur Shopify et qu'on créera les collections, on aura tout à portée d'œil et on sait comment on va créer les collections. Donc grosso modo, comment ça se présente? Je vais te le mettre ici en grand, comme ça on verra beaucoup mieux. Ce que tu vas devoir remplir, c'est le mot-clé principal de la niche. Donc nous c'est simple, ça va être maillot de bain pour femme. Enfin, maillot de bain femme, comme ça. Maillot de bain femme, si je remonte ici, pour aller voir le volume de recherche, vu d'ensemble des mots-clés, il me semble qu'on était à 110 000. Donc voilà, c'est ça, 110 000 recherches par mois. Donc ça, on peut le noter. Donc ça, c'est le mot-clé principal. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est tout simple, c'est qu'on va remplir différents splits. Donc pour organiser un petit peu notre site, pour que le site soit brandé, que le site soit beau et qu'il ait une certaine logique, on va faire différents splits. Donc par exemple, ce qu'on peut faire avec ce qu'on a vu un peu comme mot-clé qu'on avait tout à l'heure, c'est faire un split par forme de maillot de bain, dans lequel on va mettre les maillots de bain 1 pièce, maillot de bain 2 pièces, maillot de bain shorty, etc. On va pouvoir faire un tri par exemple avec les tailles, maillot de bain grande taille, maillot de bain petite taille, j'en sais rien. On va aller chercher des mots-clés qui pourraient rentrer dans ces splits-là. Comme ça, à la fin, on aura un site sur lequel c'est pas un fourre-tout, on aura vraiment des splits qui sont organisés. Et donc là, maintenant, le travail qui nous reste à faire, je t'ai mis en plus le rappel des volumes ici qui est important. Les les mots-clés pour les produits, on va pas s'en occuper. Là, ici, on s'occupe uniquement de préparer les collections et les sous-collections. Et une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a fait tout le travail au préalable, il nous restera plus qu'après, quand on aura créé le site Shopify, de créer les collections et ça ira beaucoup plus vite et ça sera beaucoup plus organisé. Donc pour gagner du temps, dans ce challenge, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé au préalable l'arborescence pour cette niche-là et je l'ai mise juste en dessous ici dans le deuxième intercalaire et ça tu pourras également le récupérer, je te le mettrai également dans le fichier Excel et si je clique dessus, hop, tu vois qu'on arrive sur mon arborescence. Donc mon arborescence, je l'ai préparée au préalable et elle ressemble à ça. Donc le mot-clé principal, ça va être la niche des maillots de bain pour femmes, 110 000 par mois et j'ai fait différents splits. Donc voici mes différents splits. J'ai décidé de faire 5 splits. D'ailleurs ici le split numéro 4, c'est pas le numéro 4, c'est le split numéro 5. Donc le split numéro 1, ça va être un split par catégorie. Qu'est-ce que j'appelle catégorie? Tout simplement dedans on va avoir maillot de bain menstruel, 27 000 par mois.
maillot de bain 2 pièces, maillot de bain 1 pièce, maillot de bain femme string, haut de maillot de bain short femme. D'ailleurs je précise, je vais zoomer un petit peu, tu vois que c'est un mot-clé dans lequel il n'y a pas maillot de bain femme, il n'y a pas la racine du mot-clé maillot de bain femme, mais ça prend quand même du sens parce que je sais que les personnes qui vont acheter des hauts de maillot de bain, ça va être des femmes, dans 99,999% des cas. Sinon c'est assez inquiétant. Donc je sais que le mot-clé haut de maillot de bain, ça a du sens de le mettre sur ce site-là, et c'est pour ça que je l'ai mis ici, c'est un mot-clé à 2900, donc c'est plutôt assez intéressant. On va avoir maillot de bain short femme, on va avoir bas de maillot de bain. Là encore une fois, il n'y a pas maillot de bain femme dedans, mais je sais que les bas de maillot de bain en général, c'est des femmes qui vont taper ça. Maillot de bain femme taille haute et maillot de bain femme anti-UV. Celui-là je l'ai mis, c'est un petit bonus, c'est pas un mot-clé qui est méga intéressant, mais bon, pour moi ça avait du sens de le mettre dedans. Donc ça c'est vraiment les grandes catégories de maillot de bain pour femmes. Ensuite, j'ai décidé de faire un deuxième split qui sera lui par couleur parce que j'ai remarqué qu'il y avait des mots-clés qui étaient intéressants avec les couleurs. J'ai notamment trouvé maillot de bain une pièce noire. Là encore une fois, il n'y a pas le mot-clé femme dedans, mais c'est maillot de bain une pièce, donc par définition c'est un maillot de bain pour femme. 1900, on va avoir maillot de bain pailleté. 1900 aussi, maillot de bain blanc transparent femme, maillot de bain noir 2 pièces, maillot de bain rouge femme, etc. Et donc ceux-là je les ai mis, même si pour moi tu vois c'est une exception à la règle, parce que je t'avais conseillé d'être au minimum dans les 500 recherches par mois. J'ai décidé de mettre quand même ces deux mots-clés là, mais tous les mots-clés qu'il y avait ensuite, maillot de bain violet, etc. c'était des 200 recherches par mois. Je me suis dit bon là ça a pas de sens, on gardera ces mots-clés là uniquement pour des produits. Mais pour avoir du coup un split avec quand même un petit peu de matière, bah, j'ai fait exception à la règle et j'ai mis quelques mots-clés de collection qui n'étaient pas dans les 500 recherches par mois jusqu'à 50 000. Mais bon, c'est une exception à la règle, il n'y a pas de règle d'or, c'est à toi de voir comment tu vas organiser aussi ton méga menu. Donc le split numéro 3, ça va être maintenant par morphologie. Donc j'ai trouvé les mots-clés maillot de bain femme ronde, maillot de bain femme grande taille, maillot de bain femme ronde gainant. Ça c'est un mot-clé, j'ai rigolé quand je l'ai vu, mais c'est incroyable qu'on ait autant de volume de recherche sur ça. Le mot-clé, c'est maillot de bain amincissant et sculptant zéro défaut. J'ai regardé, il n'y a pas de marque qui est référencée dessus. Au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, un mot-clé qui est aussi précis, ça doit être une marque qui a fait un branding autour de ce nom-là et quelque chose comme ça, mais a priori, non. Donc c'est un mot-clé qui est recherché 4400 fois par mois, qui est donc maillot de bain amincissant et sculptant zéro défaut. Ça, je peux te dire que tu fais un site, tu fais cette collection-là, c'est sûr que tu te références au moins top 3 assez rapidement parce que c'est vraiment une requête qui est particulière. Une personne qui fait pas forcément d'optimisation SEO, qui a pas forcément des outils comme SEMrush, elle saura jamais qu'en créant une collection qui s'appelle comme ça, elle va attirer 4400 visiteurs par mois sur son site. Donc ça pour moi c'est vraiment un mot-clé pépite. J'étais content quand je l'ai vu, je me suis même dit putain j'aurais peut-être même dû garder la niche pour moi pour lancer le site, mais bon c'est tout, fallait que je fasse un exemple avec une niche, donc fallait que j'en dévoile une. Mais ça c'est un mot-clé qui est hyper intéressant et à bon entendeur, s'il y a des personnes qui regardent ce challenge, qui veulent se lancer dessus, bah, j'ai hâte de voir les résultats que vous aurez, notamment sur cette collection-là. Donc voilà, et ensuite pour terminer, on avait le mot-clé maillot de bain forte poitrine, 2400 par mois, également mot-clé qui est très intéressant, je pense. J'ai fait un petit split par sport, donc ça c'est pas une collection qui est méga intéressante, mais bon elle prenait quand même un petit peu de sens, ça va m'être gratter un petit peu si je cumule les trois mots-clés, 3300 visiteurs par mois potentiellement. Donc maillot de bain femme gainant, pour moi ça fait un petit peu partie de la catégorie sport on va dire. Maillot de bain natation pour femmes et maillot de bain de surf pour femmes 720. Donc voilà pour le split sport. Et le dernier split, ça va être les formes de maillot de bain. Donc au début j'étais assez mitigé, je me suis dit est-ce que je fais un seul split par catégorie dans laquelle je mets tout dedans ou est-ce que je fais un deuxième split. Et je pense que c'est plus smart de faire du coup un deuxième split comme ça avec les formes, puisque dedans on va retrouver donc les maillots de bain bandeau, maillot de bain tanga, maillot de bain femme enceinte. Celui-là je crois d'ailleurs que je l'ai déjà utilisé en doublon, il faudra que je revérifie. Maillot de bain jupette, maillot de bain brésilien. Donc ça c'est vraiment si tu veux des formes de maillot de bain et pour moi ça prenait son sens de faire une collection spécifique avec des maillots de bain comme ça dedans. Et donc là ici petit bonus, donc les mots-clés de blog, donc ça j'ai mis juste 3 mots-clés mais il y en a forcément des centaines. Le blog c'est pas quelque chose qu'on aura je pense le temps d'aborder durant ce challenge mais je t'ai préparé un petit peu ça. L'idéal quand tu fais une arborescence c'est également de prévoir un blog et là j'avais trouvé des mots-clés comme ça à la va-vite. Donc quel maillot de bain quand on a du ventre, 800 recherches par mois, ou acheter un maillot de bain transbronzant pour femme, enfin voilà il y a plein de mots-clés de blog qui sont là aussi hyper intéressants dans des volumes qui sont également assez faibles entre guillemets mais intéressants quand même, sur lesquels je pense qu'il y a moyen de se ranker très facilement dessus.
Donc pour moi, cette niche, c'est une très bonne niche, si ce n'est le fait que c'est une niche qui est saisonnière et donc que je recommanderais pas forcément à un débutant qui veut avoir des rentes tous les mois non-stop durant une année complète. Mais pour des personnes qui sont un peu avancées, pour moi c'est une bonne niche. Et en tout cas, ça fera parfaitement le taf pour avancer sur ce challenge. Donc voilà, maintenant que l'arborescence est terminée, on va passer directement et sans plus attendre sur Shopify. Donc ce que je te conseille, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est de commencer à créer ton compte Shopify en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Tu vas avoir un lien pour commencer sur Shopify à 1€ par mois durant 3 mois. Donc ça va te coûter 3€ pour les 3 premiers mois, ce qui te laissera amplement le temps de commencer à bosser sur ta boutique et de commencer à créer tes premières collections, tes premières fiches produits, importer un thème, créer ton branding, etc. Et ensuite commencer à encaisser des premières ventes. Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais te retrouver directement sur Shopify et on va créer la boutique tout de suite. Let's go. Ok, on se retrouve ici à nouveau donc sur mon écran. J'espère que t'es chaud, j'espère que t'as la patate parce qu'à partir de maintenant, tout va s'accélérer. On va créer ensemble notre compte Shopify pour créer la boutique. Donc si tu cliques sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, tu vas accéder du coup à cette page là sur laquelle tu vas pouvoir t'inscrire pour créer un compte Shopify à 1€ par mois durant les 3 premiers mois. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Et ensuite je te montrerai rapidement comment setup globalement Shopify, donc les paramètres de livraison, comment ajouter un processeur de paiement, etc. pour que tout soit prêt pour la suite. Et ensuite on passera à l'ajout de produits en masse. Je te montrerai comment ça fonctionne. Donc on y va sans plus attendre. Je vais mettre ici mon adresse email, contact@selfmadeprogramme, et on va créer notre compte Shopify sans plus attendre, démarrer un essai gratuit, c'est parti. Donc là ici tu as une petite enquête, moi en général je fais toujours tout ignorer, comme ça je passe directement à la fin, c'est des petites enquêtes qui sont pas très importantes. Donc là ici je vais faire continuer avec un email, je vais remettre mon email parce que j'ai déjà un compte qui est associé à ce mail là. Voilà, donc créer un identifiant Shopify, on va cliquer directement dessus et là on est parti, donc on peut enregistrer ça dans les mots de passe. Et on va passer directement à la création de notre premier compte Shopify. C'est parti. Ok, donc là on se retrouve ici sur le dashboard de Shopify. C'est vraiment l'admin, c'est la page d'accueil sur laquelle tu vas avoir accès à Shopify à chaque fois. Donc ça se présente comme ça. Là ici, donc quand la boutique sera lancée, quand tu seras ici sur l'accueil, tu auras donc le nombre de visiteurs du jour, le nombre de chiffres d'affaires qui a été réalisé, etc. Pour l'instant, on n'a pas encore ça car la boutique vient tout juste d'être créée. J'ai encore touché à rien. Donc on a un petit guide de configuration. Moi, ce que je te propose, c'est de pas forcément suivre ce guide pour l'instant, mais c'est de suivre ce que je vais te dire de faire. Comme ça, on pourra vraiment aller à l'essentiel. Donc, ce que je vais faire avant de paramétrer les premiers setups, je vais te montrer rapidement comment est organisé Shopify. Donc là, ici, comme je le disais, on a l'accueil. Ensuite, on a un onglet avec les différentes commandes. Donc, c'est là-dessus que toutes les commandes que tu vas recevoir de tes clients vont s'afficher. Donc, tu auras commande numéro 1, commande numéro 2, le nom du client, ce qu'il a acheté, si la commande a été passée, etc. Commande provisoire, panier abandonné, ça c'est pas forcément très important pour l'instant. Là en dessous, on va avoir les produits. Donc section très importante, c'est ici qu'on va retrouver les produits. J'allais dire créer les produits, mais c'est pas vraiment ici qu'on va les créer. Et je vais te montrer une extension juste après qui fera la passerelle donc entre la boutique ici Shopify et notre fournisseur, donc notre grossiste qui va être AliExpress. Et là où est-ce qu'on va sourcer des produits. Donc on va installer une application qui fera la passerelle entre les deux. Et donc pour importer les produits, pour mettre à jour les stocks, etc. On va pas le faire directement ici depuis Shopify en cliquant sur ajouter un produit, mais on le fera du coup depuis de l'application. Je vais te montrer tout ça juste après. Donc dans les produits, en dessous on a les collections. Donc c'est là-dedans qu'on va se rendre pour créer les différentes collections de notre arborescence qui est juste ici, je te le rappelle. Toutes les collections, on va venir les créer juste ici, je te montrerai comment ça se passe. Ensuite, on a un onglet stock, donc ça on s'en sert pas. Bon de commande pareil, transfert, cadeau pour l'instant on n'en a pas du tout besoin. Ce qu'on va avoir en dessous, c'est l'onglet des clients. Donc ça pareil, c'est je pense assez rare que tu vas te rendre ici, mais tous tes clients vont être importés ici automatiquement quand tu auras des commandes, etc. Ici, on a un onglet contenu dans lequel on va retrouver les méta-objets. Pour l'instant, on n'en a pas du tout besoin. Et on a également les fichiers. Donc ça, c'est un peu plus important. C'est là-dessus qu'on va ajouter différentes images, différentes vidéos qu'on voudra mettre sur le thème de la boutique. Donc tout ça, on se rendra là-dedans. Juste en dessous, ça c'est un des onglets les plus importants de Shopify, c'est d'analyse des données. Donc là-dedans, on va avoir donc les ventes totales. Tu peux mettre par jour, par mois, etc. Donc quand ta boutique sera lancée, tu pourras regarder par exemple le mois dernier, tu auras ici donc ton chiffre d'affaires, tu auras les visiteurs, tu pourras regarder par jour comment ça se passe, tes clients récurrents, valeur moyenne des commandes, le taux de conversion, enfin plein de data qui sont hyper importantes, ça va se trouver ici dans l'analyse de données. Les rapports et la vue en direct, encore une fois, c'est pas forcément quelque chose d'hyper important pour l'instant. On a l'onglet juste en dessous marketing, là encore une fois, bon c'est bon à savoir que ça se trouve ici, mais pour l'instant on va pas en avoir besoin. L'onglet des réductions, lui c'est important de le connaître, donc c'est là-dessus que tu vas créer les réductions, par exemple un code de 10% pour les premiers clients, 2 achetés égale 1 offert, enfin ce genre de choses, ça va se passer ici dans les réductions, et là on a fait du coup globalement une overview des principaux onglets de Shopify.
Juste en dessous, on va avoir l'onglet canaux de vente. Donc ça, c'est un onglet qui est intéressant. Pour l'instant, ça va pas nous servir, mais dans l'épisode 2 et 3 notamment, on aura l'occasion de revenir par ici. J'aurai l'occasion de te parler un petit peu des canaux de vente. Si je clique par exemple sur boutique en ligne, juste là, tu vois qu'il y a quelques onglets qui descendent et on a des éléments qui sont intéressants. Tout d'abord, on a l'onglet du thème. Donc le thème, faut savoir que Shopify, ça fonctionne avec des thèmes. Donc tu peux soit utiliser des thèmes qui sont gratuits, qui sont mis à la disposition de tous, soit acheter un thème. Donc la question du thème, en toute franchise, moi je te recommande, si tu as les moyens, d'acheter un thème, parce que forcément, ce serait te mentir de dire le contraire, mais les thèmes premium ont plus de possibilités, ils sont un petit peu plus poussés, ils sont mieux niveau SEO, etc. Maintenant, pour moi, c'est absolument pas une obligation. Je connais des personnes qui font des milliers d'euros de vente par mois avec des thèmes gratuits. C'est vraiment pas corrélé forcément. C'est pas parce que tu vas acheter un thème 500 € que tu vas faire 10 fois plus de ventes. Ce qui va être important, c'est le choix de la niche, c'est comment tu fais tes fiches produits, c'est le marketing, c'est le copywriting, c'est toutes ces choses-là. Mais un thème premium, c'est forcément un plus. Mais bon, en tout cas pour l'instant, on va pas se focus directement sur le branding, sur le thème. Tout ça, je te le garde pour le jour numéro 2. Ici, tu vas avoir les différents articles de blog. Donc là où est-ce qu'on va créer les articles de blog, les pages, le menu de navigation. Donc c'est notamment ici qu'on va créer le méga menu. Une fois qu'on aura créé les collections, je te montrerai ça juste après. Et ici, les préférences, c'est un onglet qui est assez important puisqu'on va notamment avoir l'optimisation SEO du site pour la page d'accueil. Donc encore une fois, toute la partie optimisation SEO, que ce soit la page d'accueil, les collections, les fiches produits, je te réserve ça pour le jour numéro 2. Nous pour l'instant, ce qu'on va faire pour terminer cet épisode 1, c'est terminer les setups Shopify et faire de l'ajout produit en masse. Mais tout ce qui va être optimisation SEO, produits, collections, page d'accueil, ce sera pour le jour numéro 2. Donc titre, métadescription, etc. L'image de partage social, Google Analytics, Pixel Facebook, tout ça, ça va se trouver dans les préférences. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir passer aux choses sérieuses et passer du coup aux paramètres de la boutique. Donc c'est là qu'on va ajouter les paramètres de livraison, c'est là qu'on va ajouter les processeurs de paiement, etc. Donc tu vas cliquer sur les paramètres comme je viens de le faire et tu vas avoir accès du coup à ce genre d'onglet. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simple, c'est qu'on va passer en revue chacun des onglets et à chaque fois je t'indiquerai ce qu'il faut remplir dans chacun des onglets. Donc ici de base, on est dans information sur la boutique. Donc là pour l'instant ici, le nom de la boutique c'est écrit ma boutique, mais c'est pas très grave puisque pour l'instant la boutique n'est pas en ligne. Une fois qu'on aura trouvé un nom, on fera notamment tout ça durant l'épisode 2, on viendra mettre à jour tout ça, mais pour l'instant tu peux laisser ma boutique, etc. Te fais pas vraiment chier avec ça. On va juste faire un setup rapide des choses qui sont vraiment importantes et ensuite ces choses-là on les fera plus tard. Donc là ici, profil, etc. on peut laisser. Info de facturation, tu mettras donc ton adresse. La devise de la boutique, bien évidemment, ça va être l'euro si on vend en France. Le fuseau horaire, donc là ici, il n'est pas forcément à jour. Moi, je vais mettre le bon. Donc ici, j'ai MT+1 Paris. Ça c'est parfait, donc le système d'unité etc, kilogrammes, ça c'est bon. Et là ici ce que tu peux faire c'est choisir un préfixe et un suffixe pour les commandes. Donc ça je t'invite à le faire une fois que tu auras trouvé le nom de ta boutique. Tu mets par exemple les initiales du nom de ta boutique ici. Et ici tu peux également ajouter un suffixe, donc par exemple si tu veux pas qu'on voit que ta commande c'est la commande numéro 1 ou numéro 2, numéro 3, tu peux ajouter un suffixe comme ça à la fin. Et ça rajoutera à chaque fois, par exemple là en l'occurrence 94 à la fin des commandes. Donc ça au moins c'est quelque chose que tu peux savoir. Donc ça, une fois que c'est fait, tu fais enregistrer et on peut passer du coup à l'onglet numéro 2. Donc l'onglet numéro 2, ça va être les forfaits. Donc le forfait, au début, tu n'auras rien à faire. Normalement, tu seras comme moi avec 3 jours d'essai gratuit. À la fin des 3 jours, tu devras passer sur le plan à 1 € par mois durant 3 mois. Donc pour faire ça, tu devras ajouter un moyen de paiement juste ici et choisir le forfait 1 € par mois durant 3 mois. Et après les 3 mois, tu passeras automatiquement sur le forfait d'après. Mais en tout cas, pour l'instant, là, durant 3 jours, on peut commencer à bosser sur le shop sans forcément ajouter de moyen de paiement ni quoi que ce soit. On a 3 jours d'essai gratuit. Ensuite, on va passer à la facturation, juste en dessous. Donc la facturation, pareil, ici, il n'y a pas forcément grand chose à faire. Il y a le moyen de paiement que tu peux ajouter, mais c'est pas une obligation pour commencer. On va avoir la devise de facturation. Donc là, tu choisis celle que tu veux. Moi, j'ai choisi l'euro par définition. Ici, tu vas avoir une overview des différents abonnements. Donc pour l'instant, on a l'abonnement Shopify, l'essai gratuit. Mais par la suite, si on prend des applications, etc., elles vont être affichées ici dans les abonnements. Et ensuite, on a différentes informations que tu peux remplir. Numéro de TVA si tu en as un. Si tu n'en as pas, il faut cliquer sur je n'ai pas de numéro de TVA. Et à la fin, ici, tu auras le relevé des montants facturés. Donc dès que tu auras des factures Shopify, tu auras à chaque fois le résumé qui sera juste ici. Tu pourras télécharger les factures, etc. Donc troisième onglet, rien à faire spécifiquement. Quatrième onglet, ça va être les utilisateurs et les autorisations. Donc ça, c'est super sympa si jamais tu veux bosser avec un associé ou si jamais tu veux bosser avec des prestataires, tu pourras leur créer un accès sur la boutique sans forcément leur envoyer ton mot de passe. Donc tu vas faire ajouter un employé, tu pourras ajouter le nom, prénom, l'email, leur fonction, ce à quoi ils auront accès. Et ensuite, ils pourront du coup accéder à la boutique et travailler avec toi. Si jamais tu bosses tout seul, encore une fois, tu n'as rien à faire ici spécifiquement.
Juste en dessous, on va avoir les moyens de paiement. Donc les moyens de paiement, c'est super important, c'est là où tu vas ajouter les processeurs de paiement pour recevoir les paiements de tes clients. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'ajouter le processeur de paiement Stripe et d'ajouter le processeur de paiement PayPal. Donc pour PayPal, ça se passe juste ici dans l'onglet qui est là au milieu. Donc tu as PayPal ici qui est rajouté, tu peux cliquer ici sur terminer la configuration du compte et ça va du coup te finaliser la liaison entre ton compte PayPal si tu en as un et ton compte Shopify qui vient d'être créé. Pour ce qui va être de Stripe, donc Stripe c'est l'un des plus gros processeurs de paiement qui te permet d'accepter la majorité des paiements en carte bancaire de tes clients, donc c'est hyper important d'avoir ça. Je te conseille du coup de cliquer sur choisir le fournisseur et ici donc tu vas pouvoir configurer ton compte Stripe ou alors le lier si tu en as déjà un en mettant l'adresse email, etc. Donc une fois que tu as fait ça, tu devrais avoir donc dans les moyens de paiement un compte Stripe et un compte PayPal. Je te conseille pas forcément de passer par Shopify Payment. Shopify Payment, il faut savoir que c'est une plateforme qui permet d'encaisser des paiements via Shopify. Mais personnellement, je préfère garder mon indépendance au maximum de Shopify et passer par mes propres processeurs de paiement. Donc en l'occurrence Stripe et PayPal. Mais maintenant, les avis divergent. Il y a des personnes qui aiment bien particulièrement Shopify Payment. Moi en tout cas, je te donne mon avis. Je préfère passer par Stripe et PayPal. Ensuite, de ton côté, tu feras comme tu le souhaites, bien évidemment. On va passer ensuite maintenant à la page de paiement. Donc l'onglet qui est juste en dessous. Donc c'est ici qu'on va configurer comment ça va se passer au niveau du checkout sur ton site. Donc très rapidement, je te conseille de mettre ici seulement l'adresse email pour passer une commande. Ajouter le lien ici, ça je te déconseille de le mettre. Demander au client de se connecter, tu ne le mets pas. Ici, les informations clients, exiger le nom de famille seulement. Ici, je te conseille de mettre nom et prénom, c'est quand même mieux pour les envois. Nom de l'entreprise, ici tu peux mettre facultatif si jamais il y a des gens qui achètent avec leur boîte. Adresse ligne 2 facultatif, encore une fois, et numéro de téléphone associé à l'adresse de l'expédition. Je te conseille de le mettre également, mais en facultatif. Mais ce qui est important, c'est qu'on ait au moins donc l'email, le prénom et le nom de la personne. Ensuite, il y a une option de pourboire sur Shopify. Donc ça, très honnêtement, je sais pas vraiment s'il y a beaucoup de personnes qui mettent des pourboires quand ils achètent en ligne. Je pense que les gens essayent plutôt d'avoir des codes de réduction pour payer moins cher. Donc bon, bref, ça coûte rien, mais moi je te conseille de ne pas le mettre. Ça va entacher un peu ton image de marque, donc ça, ne le mets pas. Ensuite, traitement des commandes. Donc pendant le paiement, utiliser l'adresse d'expédition comme adresse de facturation par défaut. Ça, tu peux cliquer sur oui, comme c'est par défaut. Exiger une étape de confirmation par défaut, c'est non, et je te conseille de laisser comme ça également. Et utiliser la saisie automatique d'adresse. Ça, tu peux laisser sur oui également, donc rien à toucher. Après le paiement d'une commande, donc il y a 3 options. Soit traiter automatiquement les rubriques, soit traiter automatiquement uniquement les cartes cadeaux, soit ne traiter automatiquement aucune rubrique de commande. Je te conseille de laisser comme ça, puisque nous, ça va être du coup l'application qui s'appelle Dissers, qui va faire la passerelle entre nos fournisseurs et Shopify, qui va gérer tout le processus de commande. Donc c'est hyper important que Shopify vienne pas mettre son nez entre guillemets dans la commande. C'est vraiment Dissers qui va tout gérer de A à Z, qui va récupérer l'information quand le vendeur AliExpress aura envoyé la commande, qui va nous envoyer le numéro de suivi, etc. Et tout ça, du coup, il faut que ce soit fait par Dissers et pas par Shopify. Ensuite ici, donc archive automatiquement, tu peux laisser. Option de marketing, donc donner au client la possibilité de s'abonner pour recevoir des emails, etc. Tu peux mettre ici email et tu peux présélectionner. Et SMS, je te déconseille de le mettre. En tout cas dans un premier temps. Pour l'instant, on laisse seulement l'email, ça suffira amplement. Là ici, tu vas avoir une page donc de script pour ajouter des lignes de code si jamais tu veux setup un petit peu ton checkout, mais ça c'est pour les personnes qui seront donc avancées. Pour l'instant, on n'a pas du tout besoin de faire ça. Et la langue de paiement. En français bien évidemment, et une fois que ça c'est fait, on peut cliquer sur enregistrer. Ok, donc ensuite en dessous on va voir les comptes clients, donc ça pour l'instant encore une fois on va zapper, c'est pour créer des comptes et un système de comptes clients, etc. Donc c'est intéressant par la suite, mais c'est vraiment des choses à faire plus tard, c'est vraiment pas dans la logique 80-20 pour l'instant. Nous on est 80-20, on veut juste aller vite, mettre le site sur pied, et pour l'instant on va pas s'occuper de ça. On va directement aller dans expédition et livraison pour paramétrer les différents modes de livraison. Donc pour ça on va cliquer ici sur gérer dans l'onglet des tarifs généraux. Et on va pouvoir passer du coup au setup des expéditions et des livraisons, etc. Donc là, ce qu'on va faire, on va cliquer sur les 3 petits points, on va faire supprimer. D'ailleurs, on peut faire ici carrément gérer et on peut tout enlever les tarifs. On va tout reprendre de zéro. Donc voilà, ici on va faire ajouter des tarifs, nouveau tarif pour emplacement de la boutique. Et là, on va faire créer une zone et je vais choisir la France qui doit être normalement tout en bas. Donc terminé. Et là, on va faire ajouter les tarifs. Donc moi, ce que je te conseille de faire au niveau des tarifs de livraison, je te conseille de toujours avoir différents tarifs de livraison avec une option qui va être gratuite et des options, enfin une ou des options qui vont être payantes. Ça va te permettre d'augmenter, c'est une technique marketing pour augmenter très facilement ton panier moyen. Donc comment tu vas faire dans le concret? Tu vas faire un tarif donc général qui va être gratuit, donc ça va être livraison par exemple en 7 jours ouvrés ou quelque chose comme ça. Et tu vas faire un tarif qui va être premium sur lequel les gens vont payer par exemple 3 euros, 4, 5 euros, ça à toi de déterminer. Et en échange, ils vont par exemple avoir un support plus rapide ou alors ils vont avoir
des différents services en plus, un e-book ou que sais-je. Il faut que tu arrives à trouver une façon marketing de pouvoir justifier qu'il y ait un tarif qui soit payant. Et en général, je te dis que ce soit avec un e-book offert ou alors des services en plus ou un support plus réactif ou que sais-je, il y a toujours moyen de trouver des petites fourberies comme ça à proposer aux clients pour qu'ils payent un petit peu plus cher au niveau de la livraison. Donc ça, t'en fais ce que tu veux. Moi, c'est quelque chose que je te conseille et que je mets en place sur mes boutiques et qui marche très bien. Et ça peut rapporter facilement par commande 5 € en plus. Et quand tu fais 50 commandes par jour, ça fait la différence. Et quand tu regardes par mois, par année, etc., ça fait quand même une vraie différence. Donc on va commencer avec un premier tarif. Donc je vais l'appeler ici par exemple livraison sécurisée. On va mettre ici, très important, les délais de livraison. C'est hyper important que tu mettes les délais de livraison clairement à l'étape de livraison, tout simplement. Sinon tu vas perdre énormément de personnes. Donc même si tu livres de manière assez longue, tu peux embellir un petit peu ça. Si admettons ton fournisseur, il te livre en moyenne en général sur 12 jours. Tu peux un petit peu baisser ce chiffre-là en comptant uniquement les jours ouvrés. Donc 12 jours calendaires par exemple, ça représente 9 à 10 jours ouvrés. D'accord? Donc tu peux mettre par exemple livraison sécurisée, 8 jours ouvrés par exemple. Et je trouve que c'est quand même mieux que de mettre par exemple juste livraison sans rien ou alors livraison en 12 jours. Livraison sécurisée, 8 jours ouvrés, je trouve ça pas mal. Ce que tu pourrais même d'ailleurs faire, c'est livraison sécurisée à domicile. C'est pas grand chose, mais ça rassure un peu les gens. Ils se disent, ok, bon, le colis il arrive bien chez moi, etc. C'est pas en relais colis ou que sais-je. Là, c'est livraison sécurisée à domicile, 8 jours ouvrés. Après, c'est à toi de mettre du coup le nom que tu veux, mais tu peux mettre par exemple 6 à 8 jours ouvrés. Enfin, c'est vraiment toi qui décides en fonction de tes durées de livraison moyenne, bien évidemment. Si jamais tu démarres, que tu n'as jamais encore fait de dropshipping, que tu n'as jamais encore eu de livraison, démarre en étant conservateur, en mettant par exemple 8 jours ouvrés ou 10 jours ouvrés. Et en fonction de l'activité que tu vas avoir, tu pourras adapter ce montant-là. Donc pour l'instant, je vais mettre ici pour la vidéo de démonstration 6 à 8 jours ouvrés. Et le prix, on va laisser gratuit. Donc là, ici, on va faire terminer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais copier ça et on va faire ajouter un autre tarif. Et là, ici, on va reprendre tout ça, mais je vais mettre livraison premium. Livraison premium, là, le à domicile, je peux l'enlever. 6 à 8 jours ouvrés. Et là, je vais mettre ici assurance perte, vol et casse. Assurance perte, vol, casse. À quoi ça correspond? Ça veut dire que si ton client, son colis est volé, perdu ou cassé, tu vas le rembourser à 100%. Donc voilà, ça tu peux le mettre ici par exemple à 3,90 €. Ça c'est un upsell que voilà, je pense 90% des gens faciles vont le prendre et voilà, ça coûte rien. Et ensuite tu peux ajouter par exemple une dernière livraison. Là ici tu pourrais mettre livraison VIP. Et dedans, tu mériterais par exemple, donc livraison VIP, 5 jours ouvrés et assurance plus e-book offert, par exemple. C'est encore une fois un exemple. Et cette livraison-là, tu pourrais la mettre par exemple à 6,90 €, donc quasiment 7 €. Là, encore une fois, bien évidemment, je te montre un exemple de ce qui est possible de faire. C'est à toi, bien évidemment, d'adapter en fonction de ce que tu peux proposer. Mais je pense que c'est pas mal. Ça laisse du choix au client. S'il veut ne rien payer, il paye rien. Il est quand même livré en 6 à 8 jours ouvrés avec une livraison sécurisée. Et s'il veut des upsells, libre à lui de les prendre. Donc ça, voilà, c'est pour la petite aparté expédition et livraison, super important de setup, et fais bien attention à chaque fois que tu setup ça pour le bon pays dans lequel tu vas vendre, hyper important. Donc ça, une fois que c'est fait, il te reste ensuite les onglets taxes et frais de douane, emplacement, carte cadeau, marché, etc. Pour l'instant, on va pas aller dans ces onglets-là. On va avoir les applications et canaux de vente. Donc ça va nous servir notamment pour installer l'application Dissers, qui va faire du coup la passerelle entre Shopify et AliExpress, là où il y aura nos fournisseurs et nos grossistes. Donc on peut d'ores et déjà le faire, même si on n'a pas été à la fin. On peut cliquer sur App Store de Shopify et on va télécharger l'application Dissers. Voilà, donc quand tu es ici, tu vas taper dans rechercher des applications Dissers, donc DSERS, c'est très simple. Tu fais entrer et l'application, du coup, c'est celle-ci. Elle ressemble à ça avec un logo orange, tu ne pourras pas la louper. Donc tu cliques dessus et tu fais ajouter l'appli. C'est une appli qui est gratuite, enfin elle a un plan gratuit, un plan payant. Mais si tu démarres et que c'est ta première boutique, tu auras bien évidemment assez avec le plan gratuit. Donc tu fais ajouter l'application et puis ça va s'installer du coup automatiquement sur la boutique Shopify. Voilà, installer l'application. Et après, on a terminé avec cette étape-là. Voilà, ici, donc tu as les différents plans avec leurs avantages. Donc voilà, par exemple, avec le plan payant, tu peux avoir 2 comptes, donc pour 2 boutiques. Tu as différentes options, etc. Nous, ce qu'on va faire pour commencer, c'est simplement le plan payant. Donc Get Started. Tu crées un compte avec ton adresse email, encore une fois. Tu lis ton compte AliExpress. Donc je te recommande vivement de créer au préalable un compte AliExpress sur lequel tu vas mettre ta CB, etc., tes informations d'entreprise. Si tu n'as pas encore d'entreprise, bien évidemment, c'est pas grave. Tu mets simplement tes informations personnelles, tes informations de là où tu habites, etc.
etc. Et par la suite, si tu crées une entreprise, tu changeras les infos. Mais crée un compte qui soit pro, sur lequel tu mets une CB qui va être dédiée aux achats AliExpress, c'est hyper important. Et ensuite, tu te laisses guider avec Dissers et tu vas lier ton compte AliExpress à Dissers. Voilà, donc une fois que tu auras lié ton compte AliExpress, tu vas arriver sur cette page d'accueil pour Dissers. Pour l'instant, je le laisse de côté encore 5 minutes. On va terminer du coup les paramètres de la boutique Shopify. Il nous restait quelques éléments ici. Et une fois qu'on a terminé de passer ça en revue, on passera directement sur Dissers et on fera l'ajout de produits en masse. Et on arrivera tranquillement sur la fin de ce premier jour du challenge de 3 jours. Donc retour sur Shopify. Donc de toute façon, il n'y a plus grand chose à faire. Ici, on va voir la section du domaine. Donc c'est ici que tu vas pouvoir acheter ton nom de domaine. Donc ça, je me le réserve encore une fois pour l'épisode numéro 2. Je te montrerai comment trouver un bon nom de domaine, comment avoir de bonnes idées, une bonne idée de nom de marque et comment acheter le nom de domaine. C'est très simple, mais ça va se passer juste ici. Ensuite, on va voir les événements clients. Donc ça, c'est intéressant pour suivre un petit peu quand tu commenceras à avoir des clients. Tu pourras ajouter ce qu'on appelle un pixel. Donc un pixel, c'est un bout de code qui va pouvoir traquer ce que font les clients sur ton site. S'ils viennent de Facebook, s'ils viennent de Google Ads, s'ils viennent du SEO, qu'est-ce qu'ils font sur le site, etc. Tout ça, tu pourras le faire juste ici, mais encore une fois, c'est des choses qu'on paramétrera bien plus tard. L'onglet de la marque, ici, c'est hyper important. Il y a quand même très peu de gens qui le font, mais je trouve ça assez important. C'est ici qu'on va mettre nos logos avec les différents formats. Donc format carré, format large, etc. Les couleurs principales de la boutique. Et par exemple, quand tu vas envoyer ton lien via WhatsApp pour que quelqu'un aille voir ton site, il aura du coup la bonne image avec le bon format qui va ressortir, les bonnes couleurs, etc. Donc ça peut paraître être du détail, ça l'est un petit peu, mais c'est quand même important. Et ça prend pas beaucoup de temps à mettre en place. Donc quand on passera à la partie branding durant le jour numéro 2 de ce challenge, on passera un petit peu en revue ici les différentes cases comme le logo, les couleurs, l'image de couverture, etc. Là ici en bas, on a les différents emails de notification. Donc tout est là-dedans. L'email de confirmation de commande modifiée, etc. Donc si tu veux modifier ce que reçoivent tes clients quand ils vont passer une commande, par exemple, tu cliques sur confirmation de commande et là-dedans, tu vas pouvoir éditer un petit peu l'email. Donc voilà, l'email de base, il est comme ça. Pour moi, en étant dans une logique vraiment Pareto 80-20, pour moi, t'as pas touché à ça pour l'instant car Shopify ont fait les choses bien, tu vois, merci pour votre achat. Le Ma Boutique ici sera remplacé par le nom de la boutique une fois qu'on l'aura remplacé. Il y a le résumé, etc. Donc pour moi, il n'y a pas besoin de toucher à ça, tout du moins dans une première mesure. Une fois que tu vas vouloir bâtir vraiment un vrai branding hyper fort, etc., on pourra aller changer un petit peu tout ça. Mais pour l'instant, c'est pas très important. Pour terminer, on va voir les données personnalisées qui sont juste là. Ça, c'est pas important. Les langues, juste ici. Si tu importes un thème ou si tu utilises un thème de base qui est en français, tu ne devras pas toucher forcément. Et les politiques, ça, c'est le dernier onglet qui, lui, est important. Je t'invite à aller voir sur Google. Tu peux taper par exemple politique de remboursement Shopify et tu devrais normalement tomber sur un site qui est lié à Shopify qui te propose de télécharger les politiques de remboursement, confidentialité, etc. D'ailleurs, je peux faire le test avec toi rapidement. Politique de remboursement, et tu vois le premier mot qui revient ici, c'est Shopify. Donc tu cliques dessus et là tu as un générateur de politique de retour et de remboursement gratuit. Donc tu cliques dessus. Tu pourras du coup mettre tes différentes infos. Fais bien attention ici, clique bien sur je vais ignorer pour l'instant l'essai gratuit de Shopify parce que si tu fais pas ça, quand tu vas vouloir créer tes politiques de remboursement, ils vont te créer automatiquement un nouveau compte Shopify. C'est une méthode un petit peu agressive pour obtenir des clients, ils font ça en échange de générateurs de politique. Mais voilà, une fois que tu le sais, tu cliques bien là-dessus, ça va te mettre du coup ici là les paramètres pour générer les politiques. Tu remplis tout ça, ensuite tu fais recevoir ma politique de retour et puis par mail tu recevras directement le document. Une fois que tu as le document, tu copies-colles tout là-dedans et tu fais pareil pour politique de confidentialité, utilisation. Là ici, il n'y a pas de politique template à mettre pour l'expédition. C'est à toi de mettre par exemple, nous avons différents tarifs de livraison de points. Tu mets une liste à puces avec les 3 tarifs de livraison qu'on a setup tout à l'heure par exemple. Et c'est tout, tu n'as pas besoin de mettre grand chose d'autre. Ici, les coordonnées du site web. Donc ça c'est hyper important. Si tu vends dans l'UE, tu dois mettre du coup ton adresse, etc. Donc je te conseille par la suite, si pour l'instant tu n'as pas de société, pour l'instant fais-le avec tes infos personnelles, ce n'est pas grave, mais par la suite, je t'invite à créer par exemple une auto-entreprise ou alors créer une vraie société et mettre les infos de société juste ici. Et enfin, pour terminer, les mentions légales. Ça, tu pourras télécharger un générateur de mentions légales via Shopify ou via n'importe quel autre site. C'est quelque chose qui se fait assez facilement sur Google. Ok, donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir passer à la dernière ligne droite de ce jour numéro 1 du challenge 3 jours, qui va être l'ajout de produits en masse. Donc pour l'instant, on n'a ni créé les collections, on n'a ni créé le thème, ni édité le thème, ni quoi que ce soit sur la boutique, mais c'est pas grave. Nous, la mission qu'on va voir pour l'instant, c'est juste d'aller trouver des produits qui vont correspondre pour notre site sur AliExpress, donc chez notre grossiste,
grossistes et on va les ajouter sur Dissers. Donc ils vont pas arriver directement sur Shopify. Moi, ma méthode pour ajouter des produits en masse, c'est d'abord d'aller donc avec Dissers. On va installer du coup la petite extension sur Google Chrome là ici qui permet d'ajouter les produits en masse. On va faire une présélection sur AliExpress. On va ajouter tous les produits sans se soucier pour l'instant forcément des détails, donc du prix, etc., des descriptions. Donc c'est quelque chose qui fait pleinement partie de mon process de création de boutique. C'est que premièrement, je me fiche d'avoir créé des collections, d'avoir été chercher les bons mots-clés pour les produits, etc. sur SEMrush. Je veux juste aller sur Dissers et aller sur AliExpress notamment et ajouter un max de produits qui vont pouvoir correspondre par la suite à mes différentes collections et à ce que je veux avoir sur mon site. Et c'est seulement après, donc ça on le verra dans l'épisode 2, qu'on va pouvoir commencer à faire des tris, qu'on va pouvoir commencer à aller chercher les bons mots-clés qui vont servir pour les bons produits, setup les prix, etc., etc., bien calculer les marges, mais tout ça on le fera juste après. Pour l'instant ce qu'on veut c'est ajouter des produits en masse qui pourront arriver sur la boutique juste après. Donc pour ça, je te conseille déjà de commencer par installer l'extension Google Chrome de Dissers. Donc moi elle est déjà installée, elle est juste ici mais c'est très simple. Tu vas aller sur Google, tu vas taper extension Chrome Dissers et tu pourras l'installer. Et ça ressemble du coup à ça, ça va être dans tes onglets juste là-haut. Et une fois que tu as installé ça, on va pouvoir aller sur AliExpress et on va commencer à ajouter nos produits en masse. C'est parti. Voilà, donc ici on se retrouve sur la page d'accueil de AliExpress. Donc une fois que tu es sur AliExpress, tu vas pouvoir toucher à 2-3 réglages de l'extension Google Chrome de Dissers. Donc tu cliques dessus et tu as 3 choses à changer, enfin à changer ou pas. Première chose, ça va être l'option de livraison. Donc tu as différentes méthodes de livraison sur AliExpress, ça faut le savoir si t'es pas encore familier avec, mais en général tu vas avoir le AliExpress Standard Shipping, le Premium Shipping, China Post, ePacket, DHL, etc., etc. Moi, ce que je te recommande, c'est de toujours passer par AliExpress Standard Shipping. C'est en général la méthode de livraison qui va être la moins chère, mais avec le meilleur rapport qualité d'envoi, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en général, China Post, certes, ça va être gratuit ou alors très très peu cher, mais tu n'auras même pas de numéro de suivi à l'extérieur de la Chine. Et donc ça, c'est un gros problème pour le branding de ta marque, pour l'annoncer aux clients s'ils n'ont pas de numéro de suivi, enfin ça va pas du tout. Même si par la suite, tu as des litiges, par exemple PayPal, un litige Stripe, où on va te demander un numéro de suivi, il faut que tu aies un numéro de suivi, c'est quand même obligatoire. Donc rien que pour ça, ne passe jamais par China Post. Et ensuite, par exemple, ePacket, c'est très bien, mais en général, c'est assez cher. DHL, j'en parle pas, c'est une livraison très rapide, mais c'est vraiment très très cher. Donc vraiment, le meilleur rapport qualité-prix et service obtenu, ça va être avec AliExpress Standard Shipping. Donc par défaut, ajoute tes produits avec Standard Shipping. La country ici, donc moi c'est déjà bien setup, c'est pour importer des produits pour les vendre en France. Et la currency, ça va être l'euro. Donc là, ici tu fais update les settings et on va pouvoir commencer à ajouter nos produits. Et pour ça, on va se servir de l'arborescence qui a été faite au préalable. C'est pour ça que c'est important de bien le faire. Parce que du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des produits par rapport aux différentes collections qu'on a prévu de créer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par exemple avec la collection maillot de bain femme 2 pièces. Là, ma mission, ça va être d'ajouter un max de maillots de bain pour femmes qui sont 2 pièces, qui par la suite pourront aller du coup dans cette collection-là. Donc je vais aller ici dans AliExpress et je vais taper maillot de bain femme 2 pièces et je vais commencer à faire mon petit tri entre guillemets, à regarder un peu les produits qui pourront faire l'affaire. Alors il y a une chose qui est hyper importante et ça c'est une erreur que font énormément de débutants. Tu ne dois pas ajouter les produits qui te plaisent à toi. Tu dois ajouter les produits sur lesquels il y a de la demande utilisateur. Il y a peut-être des produits qui pour toi vont te paraître moches et que tu te dirais ok j'achèterai jamais ça donc je vais pas le mettre sur mon site. Mais s'il y a des personnes derrière sur Google qui sont prêtes à payer par exemple 50 € ce maillot de bain là, si tu ne le mets pas sur ta boutique parce que juste tu l'aimes pas, tu vas perdre des ventes inutilement. Donc je te conseille de vraiment ajouter un max de produits. Après au niveau du shop, pour améliorer le branding, tu pourras mettre en avant en tête de collection les maillots de bain qui seront les plus beaux par exemple. Mais il faut quand même que tu aies des maillots de bain qui soient moins beaux mais qui pourraient correspondre à des mots-clés qu'on pourra mettre du coup quand même sur le site. Donc c'est hyper important de faire ça. Donc on va démarrer tout de suite. Je vais commencer à regarder un petit peu les différents produits et ceux qui me plaisent, enfin pas ceux qui me plaisent mais ceux du coup qui peuvent correspondre à la collection maillot de bain femme 2 pièces. Je vais les ajouter sur la boutique. Donc je vais en ouvrir quelques-uns dans un nouvel onglet. Tu vois d'ailleurs par exemple là on a un maillot de bain, donc c'est pas un 2 pièces mais c'est un maillot de bain qui s'apparente à un maillot de bain de natation. Typiquement ce genre de produit ça pourra faire le taf pour la collection ici dans le sport. Maillot de bain natation femme par exemple, tu vois, mais ça on y reviendra juste après. Donc pour l'instant je l'ouvre pas et je vais ouvrir uniquement les maillots de bain 2 pièces qui peuvent faire le taf. Donc ça, tout ça je vais ouvrir. Hop, ça d'ailleurs, je vois que là c'est un maillot de bain avec le drapeau de l'Amérique. Je suis sûr et certain que si je vais voir sur SEMrush maintenant, il doit avoir un mot-clé qui est très très peu targeté par les personnes. On va aller voir ça tout de suite. Et bim, maillot de bain USA, donc c'est un mot-clé qui est recherché 30 fois par mois. Et il y a des mots-clés qui sont également avec les mêmes volumes qui sont encore plus ciblés. Maillot de bain femme USA.
Donc maillot de bain femme USA, 30 recherches par mois, c'est quasiment une personne par jour qui cherche à acheter potentiellement un maillot de bain femme USA. Ce qu'on fera, c'est que quand on aura ajouté ce maillot de bain sur le site, donc ça va être toute la partie optimisation SEO qu'on fera dans le jour numéro 2, mais on optimisera certainement ce maillot de bain sur le mot-clé maillot de bain femme USA. Et je pense que tu commences à comprendre un petit peu la logique de ce qu'on va faire par la suite. Donc celui-là, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet parce que je vais certainement l'ajouter par la suite. Et là, du coup, le job, ça consiste simplement à ouvrir un maximum de produits, à en trouver un maximum et à les ajouter sur la boutique. Donc bien évidemment, pour aller plus vite, je vais pas filmer toute la partie ajout de produits, mais quand tu seras à cette étape-là, c'est important que tu prennes bien le temps de fouiller toutes les pages d'AliExpress pour ajouter un maximum de produits qui sont intéressants pour ta niche. Ok, donc là j'ai ouvert quelques fiches produits d'AliExpress, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder un petit peu les produits en détail s'ils correspondent à ce qu'on a besoin. Donc là on a un maillot de bain 2 pièces, j'ai l'impression que c'est vendu avec la petite parure qui est avec, donc c'est pas grave, ça fait quand même le taf, c'est un maillot de bain 2 pièces. Donc une fois que tu as trouvé un produit qui correspond, que tu veux ajouter au shop, on va cliquer ici sur Add to Dissers, tout simplement, et là c'est passé en mode importing, et donc le produit, hop, donc là c'est bon, success, le produit a été ajouté à Dissers. Je peux aller voir ici normalement si je vais dans l'import list, on devrait avoir le produit qui apparaît juste en dessous. Donc voilà, le produit est arrivé juste ici. Donc Dissers ici est en relation directe avec le fournisseur, donc il sait il y a combien de stock, il va savoir le prix s'il bouge, etc. On aura des notifications à chaque fois que ça bouge. Pareil pour les stocks, s'il y a une rupture, on recevra des notifications, etc. Tout ça en temps réel. Donc c'est quand même super pratique. Maintenant ce qu'on va faire, c'est donc continuer à ajouter un max de produits pour les mettre dans l'import list, et ensuite une fois qu'on aura toute l'import list qui sera complète, on pourra passer à l'épisode 2 et commencer à trier un peu les produits, choisir les images qu'on veut prendre, qu'on veut pas prendre, optimiser les titres, les descriptions pour le SEO et les importer finalement sur la boutique Shopify. Ok, donc là je viens d'ajouter pas mal de maillots de bain 2 pièces. Donc là ici, si je viens actualiser, on en aura quelques-uns. Donc il y a une chose à savoir avec AliExpress, c'est que des fois on a des fournisseurs qui, sur une même fiche produit, vont vendre différents maillots de bain qui sont différents. Ça, ce qu'il faut savoir, c'est que pour notre site à nous, on va pouvoir splitter tout ça. Donc ça, c'est pas quelque chose que je vais faire maintenant, mais je tenais déjà à t'en parler. Je crois que c'est le maillot de bain, du coup, celui-là, USA d'ailleurs. Quand j'avais été voir le fournisseur, je vais le réouvrir d'ailleurs, il proposait plein de maillots de bain avec des drapeaux différents. Donc ça, c'est intéressant puisqu'on va pouvoir aller gratter plein de mots-clés. À chaque fois, maillot de bain femme, drapeau de tel pays. Après, à voir si c'est toujours les USA ou alors si ça change de pays. Là, j'ai l'impression que c'est toujours les US sur tous les maillots de bain. Donc c'est pas forcément le bon exemple, mais admettons qu'on aurait eu un fournisseur qui vende des maillots de bain avec le drapeau Brésil, Allemagne, France, etc. Même si c'est sur un même fournisseur, nous ce qui va être intéressant après, c'est de splitter ça pour notre site pour avoir différentes fiches produits uniques sur notre boutique à nous. Et après, quand on passera les commandes, quand on en aura, bien évidemment, ça se passera sur le même fournisseur, mais chez nous, ce sera splitté. On pourra du coup diviser et avoir de la matière sur le site, avoir des collections bien remplies, différents mots-clés de fiches produits qui seront utilisés comme il faut, et ça fera quelque chose de très professionnel. Donc maintenant que ça c'est dit, je vais passer du coup à la suite. Donc j'ai fait les maillots de bain 2 pièces, maintenant je vais passer au maillot de bain 1 pièce, et je ferai tout ça en off, mais je vais aussi faire la suite après maillot de bain string, haut de maillot de bain, bas de maillot de bain taille haute, enfin bref, je vais essayer de remplir un maximum de produits qui pourraient correspondre à toutes les collections de l'arborescence. Et une fois que c'est fait, on se retrouvera sur mon écran. À tout de suite. Ok, donc on se retrouve ici dans l'import list sur Dissers. J'ai ajouté un max de produits. Alors bien évidemment, vu que je prépare une boutique de démo pour ce challenge, j'ai pas fait l'exercice jusqu'au bout. Normalement, j'aurais pu ajouter encore, je pense, plusieurs dizaines, voire centaines de produits. Pour l'instant, on est à 49 fournisseurs. Ça veut pas dire forcément 49 produits, comme je te disais, puisqu'on va faire certains splits. Par exemple, je vois ici, donc là c'est un maillot de bain pour femme enceinte, il y a différents modèles, alors que c'est sur le même fournisseur. Ça, dans l'épisode 2, je te montrerai comment on va le gérer, mais on va certainement faire un split pour avoir sur notre site à chaque fois une fiche produit par type de maillot de bain. Donc globalement, déjà là avec 50 fournisseurs, je pense qu'on a facile 100 à 150 produits sur la boutique. L'idéal pour devenir un leader de sa niche et avoir une boutique très complète, il n'y a pas de chiffre magique, mais je te recommande d'avoir au moins plusieurs centaines de produits. Bien évidemment, c'est à prendre avec des pincettes puisqu'il y a des exceptions à la règle. Il y a des niches sur lesquelles, avec 150 produits, tu seras vraiment full. Il y a d'autres niches où, avec par exemple 500 produits, ce sera à peine suffisant. Par exemple, tout ce qui va être boutique de bijoux, je pense particulièrement les maillots de bain, ça va être pareil. C'est une boutique sur laquelle on peut ajouter vraiment des centaines de références parce que ça reste des habits, donc il y a différents motifs, différentes couleurs, différentes tailles, différents modèles. Donc vraiment sur ce genre de niche, il ne faut pas hésiter à envoyer le paquet et à envoyer un max de produits, car plus tu auras de produits, plus tu auras de chances de toucher des mots-clés en SEO qui seront intéressants et d'avoir potentiellement du trafic
trafic et donc des ventes par la suite. Donc quant à nous, on va s'arrêter ici pour le jour numéro 1. Je pense qu'on a déjà vu pas mal de choses. Dans l'épisode numéro 2, je te montrerai du coup comment gérer tous ces produits, comment les optimiser pour le SEO, que ce soit au niveau des titres, au niveau des descriptions, au niveau des URL, au niveau des images, etc. Je te montrerai également comment faire toute la partie branding, comment éditer le thème. On commencera à mettre tout ça en place. Je te montrerai comment utiliser l'intelligence artificielle pour trouver un nom de domaine, un nom de site, pour avoir une idée du branding global qu'on va avoir. On va pouvoir utiliser les IA pour faire tout ça. Donc j'espère vraiment te retrouver au sein du jour numéro 2 et ensuite, durant le jour numéro 3, on passera vraiment dans le concret avec la mise en ligne de la boutique et l'obtention des premières ventes. Pour accéder à la suite du challenge, soit tu regardes ce premier épisode directement sur YouTube. Dans ce cas-là, tu auras un lien qui sera juste en dessous de la description dans lequel tu pourras accéder au jour numéro 2 et au jour numéro 3. Et si tu regardes cet épisode directement depuis mon site, tu auras un bouton juste en dessous pour accéder au jour numéro 2. Maintenant que tout ça c'est dit, je te dis à tout de suite dans le jour numéro 2. Ciao. Look, false personas, all is hopeless in the game now. The wrong devotion flows through those who chase the same cloud. The pollen floating through the industry got this congested. I'm XXL if they fit the penny. Fuck who they